J'ai l'impression que tout est bon. Eh bien, salut à tous. Bienvenue sur ce nouveau live. On se retrouve pour l'actu du jour. Une nouvelle fois, on est le lundi 23 février 2026 et on se retrouve pour parler football. On a eu un week-end chargé. Malheureusement, j'étais pas là samedi et dimanche, donc on va revenir un peu sur tous les matchs de ce week-end. Pour ceux qui n'étaient pas présents, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, pardon, on se retrouve en live tous les matins, 10 h midi, quand je peux évidemment, pour parler de l'actualité football. On revient sur les matchs de la veille. Donc là, on va revenir sur tous les matchs du week-end, que ça soit Ligue 1, Liga, Bundesliga, Ligue 2, euh, Première Ligue féminine, Serie A, Première Ligue. On va parler de tout. Euh, on va aussi revenir sur les matchs de ce soir. On va en parler, on va en discuter, on va faire nos petits pronos et on fera notre petite revue de presse pour voir l'actu football évidemment. Donc bienvenue à tous, installez-vous. Pour ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas à mettre des likes. Si vous êtes sur TikTok, si vous êtes présent sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester, à venir discuter de toute l'actualité football. Si vous souhaitez parler d'autres sujets, on peut le faire, mais évidemment le principal reste l'actu football. Voilà. N'hésitez pas aussi à me suivre sur la chaîne YouTube à TrickFR. Si vous préférez nous écouter le matin, que vous êtes dans les transports, vous pouvez nous écouter en podcast. Les rediffusions sont disponibles. Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout est OK. Donc voilà, on va pouvoir démarrer la chaîne Twitch évidemment à TrickFR1, la chaîne YouTube à TrickFR et tous les réseaux sociaux à TrickFR, que ce soit TikTok, Instagram ou X. Voilà, je pense qu'on va démarrer petit à petit. On va peut-être attendre qu'il y ait quelques personnes qui rejoignent. Peut-être certaines personnes veulent discuter d'un sujet en particulier dès le début de ce live. En plus, on est en retard. Désolé les amis, hein. Petite panne de réveil. On avait quelques trucs à arranger dans le studio. Mais voilà, on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc s'il y a des gens sur le live, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à venir discuter, à vous manifester sur le live. Comme ça, on va pouvoir être tous ensemble. Et je pense qu'on va démarrer tout de suite, hein. Donc, j'étais absent samedi, dimanche, donc on n'est même pas revenu sur les matchs du vendredi. Bon, on va faire ça rapidement et après on ira sur les matchs de samedi et de dimanche, hein. Donc, vendredi soir, on avait un match de Bundesliga entre Mayence et Hambourg. Match nul entre les deux équipes. Évidemment, le classement de Bundesliga, on le matera juste après. En Liga, on avait Athletic Bilbao, Elche, donc victoire 2 buts à 1 de Bilbao. Bilbao qui est un peu de retour, hein, euh, dans ce classement de Liga. Le match entre Brest et Marseille, si vous souhaitez en discuter, on peut. Victoire de Brest 2 buts à 0 pour cette 23e journée de Ligue 1. Évidemment, on en parlera dans Farmer Street, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Normalement, on en parlera demain en live, hein, demain après-midi. On discutera de la situation de l'Olympique de Marseille possiblement. En Ligue 2, Annecy, Red Star, le Red Star qui a perdu, Annecy qui s'est imposé 2 buts à 1. Victoire de Clermont contre Boulogne, 2 buts à 0. On disait que Clermont était en difficulté dans ce championnat de Ligue 2 et qu'ils étaient petit à petit en danger. Ils mettent fin à leur série de 5 défaites d'affilée et grappillent une petite avance sur la zone de relégation. Bastia contre Dunkerque, match nul. Bastia toujours dernier de Ligue 2. Nancy-Grenoble, match nul entre les deux équipes 0 à 0 et Montpellier a perdu contre Rodez 1 but à 0. En première ligue féminine, le PSG s'est imposé 3 buts à 0. Donc les Parisiennes, on verra aussi le classement de cette D1 féminine juste après. En Serie A, Sassuolo s'est imposé 3 buts à 0 contre l'Hellas Vérone. Et voilà. Pour la journée de samedi, il y avait beaucoup, beaucoup de matchs, hein. Il y avait même la reprise de la MLS, hein, avec, l'Inter Miami qui jouait dans la nuit contre le Los Angeles FC. Peut-être qu'on en reparlera rapidement quand même. On suit vite fait la MLS. Bon, je peux plus regarder les matchs, mais en tout cas, on va suivre ça, au moins les résultats. Donc en Bundesliga, samedi, le Bayern Munich s'est imposé 3 buts à 2 contre l'Eintracht Francfort avec un nouveau doublé d'Harry Kane, un but de Pavlovic. Côté Francfort, c'est Kalimundo qui a marqué et Burkhardt
Euh, mais victoire 3 buts à 2 du Bayern, donc nouvelle victoire, hein, le Bayern qui reste premier de cette Bundesliga. Juste aller checker la compo, on avait bien Harry Kane devant, Olise à droite, Diaz à gauche, un classique, Musiala en numéro 10, hein, de retour, hein, depuis sa blessure. Petit à petit, il est revenu, il est de nouveau titulaire maintenant. À la place de Lennart Karl, au milieu de terrain, Pavlovic, Kimmich, et après en défense, un classique Urbiguin, Manuel Neuer, qui est toujours un peu sur le côté. Je check. Voilà, il est toujours un peu sur le côté, il est blessé, hein, Manuel Neuer, qui commence à faire son âge. Davis à gauche, Kim Upamecano en défense. Jonathan Tah est rentré en fin de match, et Stanisic à droite. Donc voilà, victoire du Bayern contre Francfort. Qu'est-ce qu'on avait aussi dans cette journée de Bundesliga samedi? On avait Cologne contre Hoffenheim, 2 buts partout entre les deux équipes. Donc Hoffenheim, on verra, on va checker le classement pour voir s'ils sont toujours sur le podium de Bundesliga. Le Bayer Leverkusen qui a perdu contre l'Union Berlin, 1 but à 0. Wolfsburg contre Augsbourg, 3 buts à 2 pour Augsbourg. Et petit choc quand même dans cette Bundesliga entre Leipzig et Dortmund, 2 buts partout. On va aller sur ce match. Donc, but de Baumgartner, doublé même, hein, de Baumgartner pour le Leipzig, hein, en première mi-temps. Et finalement, Dortmund qui rattrape son retard avec un but contre son camp de Romulo Cardoso et un but de Fabio Silva en toute fin de match. Donc 2 buts partout. Voilà, au niveau des compos, Niko Kovac a encore testé quelques systèmes, hein. Cette fois-ci, c'était une attaque à 2, donc un 3-4-1-2, avec Guirassy Beyer devant, Sabitzer en espèce d'attaquant derrière, enfin de milieu de terrain derrière les attaquants, Bellingham et Nmecha. Donc voilà, et après, côté Leipzig, hein, le 4-5-1 présenté. C'est qui le coach de Werner, Oliver? Ole Werner, hein, le coach de Leipzig, avec Diomandé à gauche. Qu'est-ce qu'on a? Castello Luqueba en défense centrale habituelle. Romulo Cardoso, hein, donc l'attaquant de pointe qui marque contre son camp. Et voilà. La pépite norvégienne aussi, Nusa, qui est rentrée en seconde mi-temps. Et voilà, match nul entre ces deux équipes. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Donc là, on est sur les matchs du jour. On va retourner sur les matchs de samedi. Voilà, pour la Bundesliga, les matchs de dimanche, on avait Fribourg contre Mönchengladbach, victoire de Fribourg, 2 buts à 1. À noter le premier match de Timo Werner en MLS. Ouais, la MLS, on va en parler, on va en parler juste après, hein, avec cette reprise de la MLS, hein. On va parler de l'Inter Miami, on va parler du coup de Timo Werner. Je sais même plus dans quel club il a signé exactement, Timo Werner, mais en tout cas, on ira checker juste après. Donc, si on continue sur cette Bundesliga, donc on avait St. Pauli contre le Werder de Brême, 2 buts à 1, et Edenheim contre Stuttgart, 3 buts partout. Donc, on a dit qu'on checkerait le classement de Bundesliga. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Donc, on disait. euh, Classement, voilà. Le Bayern Munich vit donc la victoire, 3 victoires d'affilée pour le Bayern, 60 points pour les Munichois. Est-ce qu'ils vont être champions de Bundesliga? Oui. Ah ah, j'ai hâte, je suis un fan de MLS. Il est à San José. D'accord, il est à San José. J'avais pas suivi son arrivée. Euh, ok, fan de MLS. Et du coup, si t'es un fan de la MLS, t'es fan de quelle équipe pour savoir juste Clash of Foot? Et est-ce que tu suis régulièrement? Moi, je suivais l'année dernière, j'avais pris le petit pass. C'est vrai que ça a été compliqué de suivre après la reprise des championnats, hein. J'ai beaucoup suivi cet été. Euh, quelle équipe tu suis particulièrement? C'est vrai que moi, j'avais pris ça pour voir l'Inter Miami et la Pulga quand même. Donc, Portland et Cincinnati sont mes franchises préférées. Sont mes franchises préférées. Ok, ok. Alors, je finis sur la Bundesliga et on va aller directement sur la MLS vu que ça a l'air, on s'y intéresse tous les deux. On va en parler. Donc, juste pour la Bundesliga, le Bayern est toujours premier, 3 victoires d'affilée, 60 points. Dortmund deuxième avec 52 points. Donc il y a 8 points d'écart quand même entre le Bayern et Dortmund. Offenheim, on a dit, toujours sur le podium. Offenheim toujours sur le podium. Stuttgart quatrième avec 43 points.
Et Leipzig et le Bayer Leverkusen sont 5e et 6e, avec l'Eintracht Francfort qui est toujours 8e. Pour le bas du classement, donc on a Heidenheim avec 14 points, Werder Bremen avec 19 points, 17e, ouais. Et donc St. Pauli, barragiste pour cette Bundesliga avec 20 points, ex aequo avec Wolfsburg. Voilà, toujours meilleur buteur, hein, Harry Kane, 28 buts en 23 matchs de Bundesliga, ça reste énorme. Toujours le débat de savoir si on doit fusionner le championnat allemand à celui des Benelux. Ouais. Ouais, je sais. Alors là, je serais pas sûr quand même. Je pense que chaque championnat doit avoir. Enfin, chaque pays doit avoir son championnat. Euh, mais c'est vrai que c'est une question que je me suis pas posée forcément sur cette Bundesliga, hein. C'est toujours. Je pense qu'il y a assez d'équipes en Allemagne pour, euh, pour faire leur propre championnat, même si c'est toujours le Bayern. Enfin, trois quarts du temps, c'est le Bayern qui gagne à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, sur cette première journée de MLS, donc la Bundesliga, on a vu hein, le Bayern Munich avec Harry Kane qui domine totalement. Avant d'aller sur les autres grands championnats, vu qu'on était sur un petit débat MLS, ça va être intéressant d'en parler. Donc, au niveau des résultats, donc la première journée de reprise de la MLS, donc on avait le Seattle Sounders contre les Colorado Rapids, victoire 2-0 de Seattle. Les Galaxy, hein, il me semble qu'ils ont fait une très très mauvaise saison la saison dernière, hein, le Galaxy qui est en galère, il me semble qu'ils étaient derniers ou avant-derniers, comme ça. Si je dis pas de bêtises, hein, ça a été très compliqué pour cette franchise historique. Donc match nul, un but partout. Alors, qui est toujours du côté des Galaxies? Est-ce que Marco Reus est bien toujours présent hein, côté Galaxy. Pencil aussi, hein, il était déjà là la saison dernière. Et check en même temps hein, s'il y a quelques arrivées ou quelques joueurs dont, que je me souvienne. Pour cette MLS, Yoshida, toujours là. Mais il a quel âge Yoshida par contre? Lui aussi, c'est un japonais qui va jouer jusqu'à. Il a 37 ans? D'accord, je le pensais plus, hein. Ok, Yoshida hein, qui est passé par la première ligue, hein, pour ceux qui se souviennent. Il me semble qu'il a joué du côté de Southampton. Allez, que je dise pas de bêtises. Alors, historique des blessures, on s'en fiche. Voilà, il a joué à Schalke, il a joué à la Sampdoria, Southampton, Sampdoria, et après Venlo et Nagoya. Bon, c'est des vieux joueurs pour ceux qui se souviennent. Ricky Puig, hein, toujours blessé. Lui aussi, hein, c'est un crack du Barça qui a souvent été blessé, qui a dû s'exiler en MLS. Donc c'est toujours Greg Vanney, le coach. Je pensais qu'il s'était fait virer. Euh, et au final, il est toujours bien présent. C'est mon vieux Greg Vanney. Ok, ok. Donc entre les Galaxy et New York City, Portland s'est imposé 3-2 contre le Columbus Crew. Alors Columbus Crew qui n'est plus coaché par le français Wilfried. Non, c'était même pas Columbus, c'était. J'ai plus. Wilfried quelque chose qui est parti du Celtic, qui s'est rapidement fait virer en plus du Celtics du coup. Euh, C'était pas Nashville? Peut-être à Nashville qui coachait. Bref. Ah, c'était Columbus, voilà. Ok. Donc Mora Anthony. Donc victoire de Portland. Anthony. Ok. Donc, victoire de Portland. Bon, c'est le premier match, hein, c'est la première journée, entre guillemets, il me semble, hein. Donc, pour l'instant, au niveau du classement. Donc, San Diego. San Diego, c'est où joue Irving Lozano, non? Ou lui aussi, il est à San José. Putain, je confonds tout. Je confonds tout. Peut-être à San José qu'il est. Ok, donc victoire 5-0. Montréal aussi, hein, qui est en galère, il me semble, la saison prochaine. Aviles, lui, il jouait du côté de l'Inter Miami avec Messi et compagnie, si je me souviens bien. Hum, hum.
Ok, Owuzu, ça me dit quelque chose aussi. Ok, ok, on va passer donc victoire 5 buts à 0, champion MLS 2003 à Nancy en coach. Ok, ouais, c'est bien ça. Et donc du coup, il a quitté les États-Unis, il est parti du côté du Celtics, et après du côté du Celtics, il a vite déchanté, il me semble. Il a fait genre, il a enchaîné 4-5 victoires et il s'est fait virer. 4-5 défaites, pardon, et il s'est fait virer, il me semble. San Jose Earthquake. Pas dit qu'il était à San Jose, Timo Werner? Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Qu'est-ce qu'on me raconte? Timo Werner inactif, d'accord. Ok, ok. Donc, l'Inter Miami de Léo Messi, Luis Suarez et toute la compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Donc, défaite 3-0 déjà, Denis Bonga, hein, l'ancien hein, de la Ligue 1. Qu'est-ce qu'on avait du côté de l'Inter Miami? Donc, on a toujours Léo Messi, Segovia est toujours présent. Bright, De Paul, hein, Rodrigo De Paul, hein, le compatriote de Léo Messi. Falcon Picard, oulala, un défenseur catastrophique, hein, ça vraiment, ça a pas montré dans les écoles de football quand même. Après, on a toujours le jeune Allen, Tadeo Allende, donc il est revenu. Il est revenu après son passage au Celta, il me semble. Ouais, il a pas joué beaucoup du côté du Celta, hein. Pas joué beaucoup, il a fait 3-4 matchs, il est directement revenu. Donc ça devait être un prêt juste le temps de la trêve, Tadeo Allende. J'aurais bien voulu voir ce que ça donne un peu plus en Europe, hein. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Quand je suivais, j'aimais beaucoup. J'aurais bien aimé le voir un peu plus longtemps. Du coup, il est bien revenu. Euh, il a signé après son prêt cet été. Ouais, c'est ça. Ok. Donc Luis Suarez qui est rentré hein, toujours là. Je sais même plus comment il avance, Luis Suarez. Donc Sergio Busquets normalement a pris sa retraite. Sergio Reguilón, c'est vrai, qui est arrivé du côté de Miami. Et donc Jordi Alba a pris sa retraite aussi. Parce qu'on avait Jordi Alba aussi. Si tu peux nous aider Clash of Foot, j'avoue que j'ai pas suivi du tout. Donc il me semble que Sergio Busquets il a pris sa retraite. Reguilón est bien arrivé, c'est ce que j'avais vu. Igor Jesus aussi qui joue du côté de Los Angeles. Ah, donc est-ce que non c'est pas lui. Non, c'est pas du tout lui dont que je voulais. Je suis d'accord, Allende sous-côté. Ouais, Allende sous-côté, Segovia aussi. Moi j'aime beaucoup hein, Segovia. Ces deux joueurs, j'en avais parlé lors d'une vidéo sur la Coupe du Monde des clubs et que c'était deux joueurs à surveiller du côté de Miami que j'aimerais euh, bien voir en Europe. Oui, il a pris sa retraite Alba, il est dans le staff de l'équipe universitaire. D'accord, ok. Ok, ok. Donc il reste Messi, De Paul, Suarez et du coup l'arrivée de Sergio Reguilón hein, pour les anciens de, de l'Europe. D'accord, et Hugminson était bien titulaire côté Los Angeles, hein, lui qui a quitté Tottenham en début de saison. Euh, ok, ok. Et il y a une dernière équipe, donc du coup je voulais checker les résultats. Donc Austin, Minnesota, 2 buts partout. Dallas, 3 buts à 2 contre Toronto. Houston Dynamo contre Chicago Fire, 2 buts à 1. Nashville contre New England Révolution, victoire de Nashville, 4 buts à 1. DC United, Philadelphie Union. Orlando City, New York Red Bulls. Donc victoire des Red Bulls, 2 buts à 2. Vancouver Whitecaps, est-ce qu'on avait Thomas Muller? Thomas Muller était bien titulaire hein, dans cette équipe de Vancouver. Lui qui a quitté aussi le Bayern la saison dernière et qui est arrivé en cours de saison du côté de la MLS. Il était bien présent, hein, l'ancien internationalement grande légende hein, du football. Thomas Muller. Je regarde, hein, je check hein, petit à petit. J'avoue que je suis un peu silencieux. Je suis pas trop dans les détails. J'essaye un peu de checker tout ce qui se passe pour me remettre un peu dans cette
cette MLS, bon, Vancouver qui s'est imposé 1-0. Cincinnati, du coup, contre Atlanta, donc victoire de Cincinnati, 2-0. Atlanta, hein, qui a un superbe stade, hein, en MLS. Moi, j'aime beaucoup ce stade, qui sera sûrement il me semble que c'est le Mercedes Stadium, là, qui sera bien présent pour la Coupe du Monde cet été. Et Saint-Louis City contre Charlotte, un but partout. Est-ce qu'on avait le bon vieux Wilfried Zaha? Wilfried Zaha était bien titulaire, hein, il n'a pas marqué, mais il était bien présent du côté de Charlotte. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Euh, Bertré Ramé, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après avoir tout cassé au Mexique. D'accord, on va suivre ça du coup, et Nashville sera un gros outsider cette année, après avoir gardé le duo Moutar-Surridge. D'accord. Ok, ok, ben on va suivre, hein, d'un œil cette première ligue. Par contre, je voulais voir, c'est à Philadelphie qui a le crack là qui doit signer à Manchester City. Barbeau, tac, 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 tac. C'est ou Philadelphie ou Minnesota de toute façon, hein. Cavan Sullivan, il est où le bon vieux Cavan? Pas du tout. Après, je regarde au mauvais endroit. Cavan Sullivan, voilà, il était bien présent, 6,6. Donc lui, je crois que c'est lui qui a un accord avec Manchester City, qui est censé signer là-bas à ses 18 ans. On verra, pour l'instant, il en a que 16. Donc il devrait rester encore bien une ou deux saisons du côté de Philadelphie. Kevin Sullivan, un joueur à suivre. Je sais pas ce que t'en penses. Clash of Foot, comme ça, on en parle. Enfin, si t'as un avis sur Kevin Sullivan, hein, lui qui devrait arriver bientôt du côté du City Group, si je dis pas de bêtises, hein. Il y a aussi son frère, donc Jean-Jacques. Jean-Jacques, lui, c'est l'ancien de Miami. Et normalement, il y a son frère aussi dans l'équipe que je n'ai pas vu. Cavan Sullivan et son frère, voilà, Quinn Sullivan qui était blessé. Lui aussi qui est un joueur pas dégueu, je trouve, du côté de Philadelphie. Bon, on va passer, hein, pour cette première journée de MLS, hein, c'était pas ce qui nous intéressait le plus, mais vu qu'il y avait Clash of Foot, on pouvait en discuter rapidement. On va retourner quand même sur nos championnats européens. Commence à 14 ans, très bon, mais pour moi trop tôt pour s'emballer, je comprends pas la hype. Ok. Bon, après, j'ai vu qu'il était assez... il était assez, comment dire, doué techniquement. Après, physiquement, il prend quelques éclats. On va voir si son style de jeu passe en Europe. On verra bien. Pour l'instant, de toute façon, il a 16 ans, ça reste encore très jeune. Bref, donc, qu'est-ce qu'on disait sur les matchs de ce week-end? Donc, on avait de la Première Ligue quand même. La Première Ligue avec Aston Villa contre Leeds, match nul pour Aston Villa, un but partout. Donc ils perdent des points petit à petit, hein, dans cette première ligue. euh, qui perdent des points dans cette première ligue. On va peut-être checker le classement directement. Voilà, Aston Villa qui est sur 2 victoires en 5 matchs. C'est pas énorme, 2 victoires de match nul, une défaite. Euh, donc 51 points. Petit à petit, l'écart se resserre avec les clubs derrière comme Chelsea ou Manchester United ou même Liverpool, hein, qui est là, hein, 45 points. Ah, mais j'avais pas vu, on a nos frérots de... On a Bulbe et le jus de Vince. Toujours pas changé de pseudo, l'ami. Merci pour les roses en tout cas. Merci énormément, ça fait plaisir. Merci à Clash of Foot, hein, pour le follow. Ça fait extrêmement plaisir, hein. Je sais pas si tu connaissais le principe, mais normalement, tous les matins, on a un live 10h midi pour parler football. Si tu souhaites aussi checker les rediffs ou nos émissions où l'on parle de Ligue 1, de l'équipe de France, tu peux aller sur Attrick FR sur YouTube et tu pourras nous retrouver. Et tu peux aussi, j'oubliais ce que je voulais dire. Nous retrouver sur les plateformes de podcast si tu n'as pas, le temps de nous regarder. En tout cas, merci pour les roses, merci pour le follow. Et les gars, si vous souhaitez discuter football, hein, n'hésitez pas sur le chat, hein, euh, à poser toutes les questions que vous souhaitez. Yep, je t'ai connu ce matin, mais j'ai déjà tout fouillé. Ah, ah, ah. Eh ben voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et en tout cas, bienvenue dans la communauté, hein, Attrick FR. Donc on était sur ce classement de Première Ligue sur les matchs du week-end. Donc on avait Brentford-Brighton aussi, victoire de Brighton, 2-0. Chelsea qui a fait match nul contre Burnley, ça c'est un point positif pour Manchester United, avec une expulsion aussi de Wesley Fofana côté Chelsea.
Au niveau de la compo, donc Wesley Fofana était bien titulaire. Malo Gusto était titulaire à gauche. D'accord. On avait Joao Pedro, Cole Palmer, Enzo Fernandez, Neto. Donc pas de Estevao. Estevao, il est encore blessé? Non, il n'était pas présent, juste pas là. D'accord. Donc voilà, Liam Rosenior, match nul pour son équipe de Chelsea. Donc ce qui arrange les affaires de Manchester United, je le rappelle. West Ham Bournemouth 0-0 entre les deux équipes. Newcastle Manchester City, victoire de Manchester City 2-1. L'équipe de Pep Guardiola avec Nico O'Reilly qui met un doublé. Et c'est Olin qui a marqué du côté de Newcastle. Au niveau de la compo, pas de Ryan Cherki titulaire une nouvelle fois qui rentre à la 58e minute, qui a une note de 7,3, donc il a sûrement fait un match plutôt correct. Aurélie qui met un doublé, on avait Marmouche, Haaland aligné devant, Semenyo à droite, Rodri dans ce rôle de numéro 6, meneur de jeu. La défense Ruben Dias. Donc petit à petit, hein, Manchester City qui récupère leurs joueurs, hein. On voit que ça commence à avoir un 11 solide, une belle gueule. Pour Manchester City, hein, Gueye Diaz en défense avec Matheus Nunes à droite, Ait Nouri à gauche. Petit à petit, on a un 11, un 11 meilleur, hein, pour Manchester City, je sais même pas comment le dire. Mais on a toujours Jérémy Doku blessé, Gvardiol blessé et Matteo Kovacic blessé. Et bon, Alain, c'était le jeune qui a fait l'intérim, qui a pas fait d'énormes matchs non plus, mais qui était bien présent. Voilà, Anthony Elanga, Voldemort Gordon côté Newcastle. Newcastle, on le rappelle, qui a joué cette semaine en Ligue des Champions, hein, qui s'est imposé contre Karabag, hein, sur un score fleuve. Normalement, il rejoue demain ou après-demain, il me semble que c'est demain. Euh, donc voilà pour l'équipe de Eddie Howe. Et qu'est-ce qu'on avait sur les matchs de dimanche? Normalement, on avait le derby de Londres, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc Crystal Palace s'est imposé contre les Wolves. Les Wolves, hein, 10 points seulement en Première Ligue. Les Wolves qui ont pris un carton rouge aussi. Est-ce qu'on avait le français Jean-Philippe Mateta, où il est toujours blessé? Evan Guessant, en tout cas, qui a marqué l'ancien niçois, qui avait signé du côté d'Aston Villa cet été et qui n'a pas réussi à s'imposer. Là, il a marqué avec Crystal Palace. Il était sur le banc quand même, le, euh, le jeune Evan Guessant. Et Mateta toujours blessé. Donc voilà. En tout cas, les gars, sur le live, n'hésitez pas à mettre des likes aussi, comme ça nous fait monter dans le référencement, vous connaissez. Et ça nous aide, hein, ça nous aide énormément, ça donne beaucoup de force. Et comme ça, on sera toujours de plus en plus sur ces lives. Voilà. Donc je disais quoi? Oui, Première Ligue donc. Crystal Palace s'est imposé. Liverpool s'est imposé difficilement contre Nottingham Forest. Liverpool avec un but de McAllister à la 90e plus 7, alors que Nottingham est une équipe en grande difficulté. Et, mais qui a quand même battu Fenerbahçe ce week-end. Il est con. Pedro. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on disait? Oui, Sunderland contre Fulham. Fulham qui s'est imposé 3-1. Doublé de Jiménez et un but d'Alex Iwobi, hein, le Nigérian. Le Nigérian, qu'est-ce qu'on a? Bassé qui était titulaire en défense centrale. Enzo Lefebvre qui a marqué pour Sunderland, malheureusement. Nouvelle défaite à domicile, hein, Sunderland qui était invaincu depuis le match contre Liverpool à domicile en Première Ligue. Et là, ils enchaînent deux défaites d'affilée au Stadium of Light, il me semble. Il s'appelle le Stadium of Light, voilà, de Sunderland. Et après, le derby de Londres, donc nouvelle défaite de Tottenham, hein. Tottenham, une équipe en grande, grande difficulté. Et il me semble que c'était le premier match d'un certain Igor Tudor du côté de Tottenham. Voilà, le nouveau coach, hein, à la place de Thomas Frank, qui était titulaire, victoire des leaders, donc Arsenal, 4 buts à 1. 4 buts à 1 avec un doublé de Berechi Eze et un doublé de Victor Gyökeres. On disait que c'était des joueurs, il leur fallait des stats, hein, pour s'imposer petit à petit. C'est ce qu'ils ont fait. But quand même du français de Colomwani côté Tottenham, mais c'est vraiment une mauvaise équipe, cette équipe de Tottenham. Je comprends même pas comment ils sont. Ils ont fait top 8 en Ligue des Champions, honnêtement.
Au niveau des compos, vous les voyez, hein, pour ceux qui sont sur Twitch, Raya dans les cages côté Arsenal, Saliba, Gabriel en défense centrale, Yoren Tibер, Hincapié. En défense, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres, Trossard. Donc vraiment le 11 titulaire de cette équipe d'Arsenal. Et après, voilà, la compo d'Igor Tudor 3-5-2 avec Vicario, Van de Ven, Dragoussin et Palinha en défense centrale, Spence à gauche, Gray à droite, Sarr, Bissouma, Gallagher au milieu de terrain et Simons, Colomwani. Dominique Solanco qui était sur le banc, qui n'a pas marqué et qui est rentré. Richarlison aussi qui revient. Matistel aussi qui est de retour. Mais bon, nouvelle défaite de Tottenham. Ce soir, c'est Everton-Manchester United, hein, donc on espère que Manchester United s'imposera en tout cas pour retrouver peut-être hein, au moins le Big Four déjà, passer devant Chelsea et, euh, et petit à petit grappiller hein, sur Aston Villa, hein. En cas de victoire, ils peuvent avoir 48 points, 48 points 51. Il n'y aurait que 3 points d'écart entre le podium et Manchester United. On va regarder ce classement de Première Ligue. Arsenal toujours premier, 61 points, qui a toujours 1, 2, 3, 4, 5 points d'écart avec Manchester City deuxième. City qui a 5 points d'écart aussi avec Aston Villa. Donc là, ça va jouer seulement entre les deux. Chelsea, donc quatrième, 45 points, ex aequo avec Manchester United. Et Liverpool, sixième aussi, 45 points. Euh, donc voilà, et après dans ce bas du classement, les Wolves toujours bloqués à 10 points, Burnley 19 points, et West Ham 25 points qui est toujours relégable. Nottingham Forest 27, hein, premier non relégable, avec Tottenham qui en a 29. Donc voilà, l'écart se resserre entre le bas du classement et Tottenham. Top buteur de cette première ligue, 22 points, 22 buts pour Erling Haaland, qui est largement en tête avec Igor Thiago, il me semble, qui est à 17 buts, deuxième de ce classement des buteurs de première ligue. On continue pour ces matchs du week-end. Ces matchs du week-end, qu'est-ce que l'on avait? On a parlé de Première Ligue, on a parlé de Bundesliga, on avait de la Liga avec la Real Sociedad contre Oviedo qui a fait match nul, 3 buts partout. Le Betis Séville contre le Rayo Vallecano, un but partout aussi. Euh, Osasuna contre le Real de Madrid, la défaite du Real Madrid quand même. Euh, Après leur victoire contre Benfica, ces histoires de racisme entre Prestiani et Vinicius, le Real qui perd. Donc ça c'est parfait, en plus le Barça qui s'est imposé, le Barça qui reprend la tête de la Liga, on va en parler juste après. Donc Budimir Garcia côté Oviedo, et c'est un but de Vinicius Junior. Vinicius Junior qui retrouve la forme, mais son équipe du Real pas du tout. Kylian Mbappé qui n'a pas marqué aussi, qui est titulaire, ce KK2 bizarre hein, de pardon, de Alvaro Arbeloa. Courtois dans les cages, Asensio à la bas en défense centrale, sur les côtés Carreras, Carvajal, pas trop compris. Et vraiment ce milieu de terrain que je comprends pas forcément hein, de la part de Alvaro Arbeloa avec Chouameni, Gouler plutôt dans l'axe et Camavinga sur un côté, Valverde à droite, Camavinga à gauche et Mbappé Vinicius. Dites-moi ce que vous en pensez de cette composition de la part d'Arbeloa, je la trouve assez étrange. Brahim Diaz qui est rentré en cours de match, 64e minute, Trent Alexander-Arnold aussi à la place de Carvajal, Gonzalo Garcia qui a remplacé Valverde et Ceballos. Mais c'est une défaite hein, de la part du Real. On va aller checker le classement juste après le classement. Une victoire aussi de l'Atlético Madrid 4 buts à 2, eux qui ont fait 3-3, on le rappelle, la semaine dernière contre le Club Bruges en Ligue des Champions. Et il y a le match retour dès mercredi. Donc victoire 4 buts à 2, Sorlotte, Giovanni Simeone, Lookman et doublé de Sorlotte pour les Colchoneros. Un but de Geoffrey de la part de l'Espagnol et d'Exposito. Au niveau de la compo, du coup, Antoine Griezmann était bien titulaire avec Alexander Sorloth, avec Lookman qui est plutôt côté gauche. Au milieu de terrain, Baena, Cardoso, Simeone. Pas de Julian Alvarez de ce que je vois. Il est blessé? Non, non. Julian Alvarez qui est rentré mais qui n'a pas marqué. Quand est-ce qu'il est rentré? 61e minute, hein, rentrée de Julian Alvarez. Ruggieri, Anco, Pubil, Llorente, donc une défense classique de la part des Colcho.
qui se sont imposés. On disait qu'ils étaient, ils devaient eux aussi engranger des points, des buts, hein, pour ne pas se laisser distancer par Villarreal. Villarreal, normalement, qui a joué hier. Ouais, hier, qui s'est imposé contre Valence 2 buts à 1. Est-ce que nos anciens de Ligue 1 ont marqué Comenazza et Pape Gueye qui a marqué sur penalty? Pape Gueye qui tire les penalties à Villarreal. Alors là, je suis étonné quand même. Euh, Mais bon, qui marque. Georges Mikotadze qui n'a pas marqué, Nicolas Pepe non plus, mais qui a été bien titulaire, donc c'est bien pour ces 3 joueurs, hein, ces 3 anciens de Ligue 1. Victoire 2 buts à 1 contre Valence, hein. Valence, une équipe moyenne, voire nulle de cette Liga. Le Celta Vigo qui s'est imposé 2 buts à 0 contre Mallorca. Séville qui s'est imposé 1 but à 0 contre Retafe et le Barça 3 buts à 0 contre Levante. Bon, Levante, une équipe relégable. Le Barça qui avait besoin de se remettre en confiance, qui n'a pas pris de but déjà, c'est le principal pour les Blaugrana, les Catalans. Donc Bernal, De Jong et Firmin qui ont marqué. Voilà le 4-3-3 classique Danse Dieter Flick avec Juan Garcia dans les cages, Cancelo à gauche. La défense c'était Gérard Martin, Eric Garcia. Et Koundé à droite, au milieu de terrain, Olmo, Bernal, De Jong. Et en attaque, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Pedri, retour de blessure, qui est rentré aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le coup pour Flick. Firmino aussi qui est rentré en même temps que Pedri. Ronald Araujo et Rooney Barghi. Il y a toujours Gavi blessé et Christensen côté Blaugrana. Donc voilà, victoire 3 buts à 0. On va aller checker ce classement de Liga. Le FC Barcelone, premier de Liga avec 61 points, 1 point d'avance seulement sur le Real Madrid. 60 points. Le Real qui était sur une bonne série, hein, de victoires en Liga, mais finalement c'est une nouvelle défaite pour les Merengues. Le Villarreal qui est toujours troisième du coup avec leur victoire, 51 points, à 9 points, 10 points voire de la tête du classement. Et l'Atlético Madrid quatrième avec 48 points. Pour les places européennes, on a le Betis à 42 points, le Celta Vigo à 37 points, sixième. Et voilà, on le voit, hein, des équipes qu'on a l'habitude de voir en Coupe d'Europe euh, côté Liga, l'Athletic Bilbao qui est huitième, la Real Sociedad qui est dixième, Séville qui est onzième. Et voilà, c'est à peu près tout. Bon, après, Valence, ça fait un moment qui végète, hein, dans ce bas du classement de la Liga. Au niveau des relégations, 18e Mallorca avec 24 points, Levante 19e avec 18 points et Oviedo dernier avec 17 points. Voilà le meilleur buteur, hein, vu qu'on se fait tous les meilleurs buteurs, toujours Kylian Mbappé avec 22 buts. Et après, le deuxième meilleur buteur de Liga, c'est Mouriki, l'attaquant de Majorque, euh, avec 16 buts. Voilà. Euh, En Serie A, on se fait la journée de Serie A du coup. Qu'est-ce que l'on avait en Serie A ce week-end? Qu'est-ce qu'on avait en Serie A ce week-end? Donc la 26e journée de Serie A donc, avait démarré avec Sassuolo et la Verona, victoire de Sassuolo 3 buts à 0. La Juventus de Turin qui a une nouvelle fois perdu contre Comme, hein. Ils ont perdu cette semaine, enfin la semaine dernière, en, en Ligue des Champions, hein, contre Galatasaray 5 buts à 2. La nouvelle défaite, hein, donc 2 buts à 0. Voda et Maxence Cacré qui a marqué pour Comme. On va aller checker la compo de Luciano Spalletti, donc qui est passé à une défense à 3 avec Di Gregorio dans les cages, Coupe Meitner, Skelly, Gatti en défense centrale, c'est ça, hein, le plus gros point faible de cette Juventus, et aussi devant. En fait, la Juventus, c'est vraiment une équipe mid, hein, avec une défense moyenne, un milieu de terrain plutôt bon, mais ça reste pas la grande folie, et une attaque assez mid, hein, Kenan Yildiz qui n'est pas forcément en réussite en ce moment, et ils ont de la peine à trouver leur attaquant de pointe, hein, la Loïs Openda qui était titulaire, 5,7 de notes. C'est pas énorme quand même. On avait Miretti, hein, à ses côtés, et Kenan Yildiz évidemment, on le disait. Makini qui était piston, Cambiasso à gauche, Thuram Locatelli au milieu de terrain, Fabio Conceição qui est rentré à la mi-temps, Jérémy Boga qui n'a pas fait de différence euh, côté Juventus. Jonathan David aussi qui est rentré, qui n'a pas fait une grosse entrée. Philippe Kostic, bon,
Commence à s Ça commence à sentir mauvais quand même du côté de la Juve. Moi, je pensais qu'il petit à petit, il commençait à revenir dans un bon mood, on va dire, une bonne dynamique. Ça recommençait à redevenir un gros d'Europe. Et finalement, ça redescend pour la Juventus de Turin. Toujours avec des blessés, par contre, Bremer, Holm, Kalulu, le carton rouge hein, qui était suspendu. On se rappelle de ce carton rouge contre l'Inter et Arkadiusz Milik. Hein, on ne sait pas ce qu'il devient avec Dusan Vlahovic blessé. Côté comme Douvica, c'était bien présent. Donc Voivoda qui a marqué, Maxence Cacré aussi qui était titulaire, Lucas Dacunia aussi. Donc victoire des hommes de Sech Fabregas. On ira voir le classement de Serie A. Juste après, l'Inter s'est imposé 2 buts à 0 contre Lecce, donc victoire facile hein, pour l'Inter, on va dire. Mkhitaryan, Akanji, Marcus Thuram qui était bien titulaire, pas de Angelo Boni, pas de Lautaro Martinez aussi qui était sur le banc. Lautaro Martinez, même pas, qui est blessé, pardon, avec Pio Esposito en attaque. Après, sinon, c'est une équipe plutôt classique. Euh, Christian Kivou qui a remis Di Marco sur le côté gauche. Luis Enrique, l'ancien Marseille, qui enchaîne quand même. Hein. On en parle peu, mais qui enchaîne du côté de l'Inter. Donc l'Inter, toujours premier, sachant que l'AC Milan a perdu hier contre Parme. L'AC Milan qui perd des points. On va voir s'ils ont perdu leur place sur le podium. Il me semble pas. Euh, On va checker ça juste après. Cagliari contre la Lazio 0-0. Le Genoa de comment il s'appelle l'ancien de la Roma, Daniele De Rossi, voilà. Victoire 3 buts à 0 du Genoa contre le Torino. Norton Cuffy qui a marqué Ekuban et Junior Messias. Victoire du Genoa. Naples aussi qui a perdu contre l'Atalanta 2 buts à 1. Là aussi Naples, hein, très bonne équipe la saison dernière, qui est en plus en difficulté avec Antonio Conte. Moi je me pose toujours la question, est-ce qu'il faut garder Antonio Conte à Naples? On a l'impression que c'est une équipe de plus en plus en difficulté, qui a du mal à se comprendre en tout cas. Pasalic, Samardzic qui marque côté Atalanta. Bekema qui avait ouvert le score pour le Napoli, pardon. Donc Højlund, toujours pas de Romelu Lukaku titulaire, ça je comprends pas aussi, lui qui est revenu petit à petit, qui était un homme fort d'Antonio Conte lorsqu'il était à l'Inter Milan, il me semble. Euh, mais là, Romelu Lukaku qui n'est pas du tout, pas forcément utilisé, même s'il revient d'une très longue blessure. Euh, pas de Zambo Anguissa, pas de David Neres, pas de De Bruyne, pas de Di Lorenzo, pas de McTominay. Là aussi, on peut lui trouver des excuses à Antonio Conte. Au niveau des joueurs absents, côté Atalanta, De Ketelaere et Raspadori aussi. Donc voilà, nouvelle défaite de Naples. Défaite de l'AC Milan aussi contre Parme. Hein. L'AC Milan qui a joué en cours de semaine, il me semble. Hein. Donc on avait ce 3-5-2 présenté par Massimiliano Allegri, on connaît, avec Mike Maignan dans les cages de Winter, Bartezaghi, Tomori, défense à 3, Estupinan en piston gauche cette fois-ci, Salmakers en piston droit, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, pas de Youssouf Fofana, qui n'est même pas rentré, Niklas Füllkrug, le super sub, qui est rentré à la place de donc les attaquants, hein. J'ai même oublié de les citer, donc Pulisic, Leao, Christopher Nkunku, Niklas Füllkrug qui sont rentrés en cours de match. Voilà, Massimiliano Allegri qui a préféré repasser à un milieu plus classique, plus expérimenté, donc Ardon Jashari. Bon, est rentré en cours de match hein, à la 11e minute, il a sûrement dû avoir une blessure. Et je pensais aussi à Samuel Ricci qui n'est même pas rentré en cours de match. Voilà. Donc victoire de Parme, 1 but à 0. La victoire de la Roma contre Cremonese, 3 buts à 0, avec des buts de Cristante, Ndika, Pizzili. Au niveau de la compo de la Roma, vous la voyez, Manu Koné de retour de blessure, ça fait du bien. Daniel Malen, la recrue hivernale titulaire. Euh, Qu'est-ce qu'on avait? Villard dans les cages, Ndika, Gilardi, Mancini. Paolo Dybala toujours blessé, Mathias Soulé aussi, El Shaarawy blessé, Dovbyk blessé et Ferguson blessé. Robin Novas n'est pas rentré en cours de match, hein, l'ancien Marseillais. Angelino était sur le banc aussi.
Mais tout de même, une victoire 3-0 de Cremonese, avec Jamie Vardy qui était sur le banc et qui est rentré en cours de match. Voilà. Pour le classement de cette Serie A, donc voilà, on va checker l'Inter Milan, premier, 10 points d'écart sur le Milan AC. Donc cette fois-ci, s'ils font pas trop de bêtises, le Milan devrait, l'Inter en tout cas, devrait être champion d'Italie, hein. 10 points d'écart, la fin de saison se rapproche aussi. Donc 64 points. L'AC Milan qui est toujours sur le podium, mais l'écart se resserre. Il y a 4 points. Il y a 4 points avec Naples et la Roma. Donc voilà, le Milan AC, 54 points. Deuxième, Naples ex aequo avec la Roma, 50 points. La Juventus, 46 points. Donc peut-être condamné à jouer juste cette place d'Europa League. La Juve. On verra s'ils peuvent remonter sur le podium de Serie A. Et comme toujours sixième, j'ai l'impression qu'ils ont été sixième toute la saison, le com de Cesc Fabregas. Voilà, l'Atalanta quand même qui les poursuit avec, ils sont à égalité 2 points et il y a un écart avec eux entre Sassuolo et l'Atalanta, 10 points d'écart. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? La Lazio, hein, qui est inexistante dans ce championnat italien, hein, qui a 34 points, qui végète dans ce milieu de tableau. Et en bas du classement, la Fiorentina qui ne s'en sort pas dans les places de relégation, même s'ils se sont imposés ce week-end. Il reste toujours 18e, hein, à 3 points du premier relégable qui est Lecce. Pizz qui est 19e avec 15 points, ex aequo avec les Las Vérone. On s'est fait le classement des buteurs dans tous les championnats, on va aller checker celui-ci. Donc là, il y a quand même une énorme différence, hein. Il n'y a aucun joueur qui n'a passé les 20 buts en Serie A. Bon, on a l'habitude aussi, honnêtement. C'est Lautaro Martinez qui a seulement 14 buts dans cette Serie A. Suivi par Nico Paz à 9 buts, donc le deuxième meilleur buteur de Serie A, n'a même pas passé les 10 buts cette saison. En tout cas, je vois que les likes remontent. Merci à ceux qui sont présents. Merci énormément. Merci pour la rose, Lisa Marie, ça fait plaisir, hein, tous les matins, cette petite rose. Plus celle de notre ami le jus de Vence qui, qui en a donné. Merci beaucoup. Est-ce qu'on continue? On continue. Donc la Serie A, on a fait la Liga, on a fait la Bundesliga, la Première Ligue. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? La MLS même, on a fait. On va aller sur cette Ligue 1 quand même. Même si la Ligue 1, je le répète, pardon, on en parle sur Farmer Trick, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Merci le défrisé 06 pour les cochons amour. Ça me fait, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. Ça m'étonne, hein, tout ce qu'on peut retrouver sur TikTok. Mais merci évidemment, mon frérot. Merci beaucoup. Merci aussi pour les likes. Je vois qu'on va peut-être passer les 1000 likes déjà aujourd'hui, hein. On n'était pas présent ce week-end, hein, on était un peu occupé. Mais ça fait plaisir de revenir en live tous les matins, 10h, midi, je le répète, sur TikTok et Twitch. S'il y a d'autres personnes présentes, n'hésitez pas à me suivre, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube. Et vous pouvez même me retrouver sur les plateformes de podcast. En tout cas, merci à ceux qui sont présents. Si vous souhaitez discuter aussi de quelque chose en particulier, n'hésitez pas, les amis. On peut évoquer tous les sujets, même si c'est hors football. Donc on a dit on va aller sur cette Ligue 1 quand même, hein, ce week-end de Ligue 1 qui avait commencé avec la défaite de l'Olympique de Marseille contre le Stade Brestois, 2-0. Sur cette journée de samedi, l'AS Monaco s'est imposé contre le RC Lens 3-2. Plutôt un bon match. Il faudrait que je le revoie en détail quand même. Le PFC contre Toulouse qui a fait match nul, un but partout. Le Paris Saint-Germain qui est repassé premier du coup avec la défaite du RC Lens. Les Parisiens qui sont imposés 3-0 contre Metz. La première victoire de Francaise contre Auxerre. Merci Lisa Marie avec le cœur, pour le cœur avec les doigts. Trop de cadeaux en ce début de semaine, ça fait extrêmement plaisir. Ça te donne du baume au cœur en ce 23 février. Je le répète, 23 février 2026. Hein, début de semaine, on est lundi, hein, donc histoire de se motiver correctement. Merci énormément en tout cas pour tous ces cadeaux. Je le redis, ça fait plaisir. Donc la victoire de Francaise, la première victoire de Francaise avec le Stade Rennais, hein, qui jouera contre son ancien club de l'OGC Nice
le 8 mars, on le rappelle. Donc victoire 3 buts à 0 avec un but de Camara, de Le Paul et un doublé de Madi Camara, hein, pour cette équipe de Francaise. Donc Francaise, hein, on connaît son schéma classique. Finalement, il a plutôt opté pour un 4-2-3-1 avec Brissamba dans les cages, Naguida à droite, Rouault, Brassier en défense centrale. Ça veut dire que Jérémy Jacquet était toujours blessé. Quant à Merlin à gauche, donc déjà des joueurs qui sont plus à leur poste. Et après, Valentin Rongier, Madi Camara, un milieu de terrain très très solide de la part de Francaise. Moussa Tamari plutôt côté droit cette fois-ci, Arnaud Nordin côté gauche, Zimanski derrière l'attaquant et Esteban Le Paul devant en pointe. Ludovic Blas toujours sur le banc dans cette équipe rennaise, Brilem Bolo aussi, Diawy Cissé qui est rentré en cours de match, Youssef Zabiri, euh, la recrue hivernale qui est rentrée aussi à la 78e minute. Et par contre, alors là, Do Marcolino, je ne sais pas du tout qui c'est, qui est rentré en fin de match. Un attaquant, d'accord, que je ne connais pas du tout, Henrik, 19 ans. Donc voilà, un nouvel attaquant à suivre du côté du Stade Rennais. Euh, à suivre du côté du Stade Rennais. Bon, Auxerre, hein, une équipe hein, qu'on aimait bien en début de saison, qui avait quelques résultats là pour le coup. Euh, c'est vraiment très très compliqué cette fin de saison. Est-ce que les Auxerrois vont descendre? On ira checker quand même ce classement de Ligue 1. Merci en tout cas, je vois qu'on a les 1500 likes sur le live. Merci énormément. On est monté d'un coup et ça fait plaisir une nouvelle fois. Pac. On continue sur cette Ligue 1. La victoire de... non, pas du tout. La victoire de Nantes aussi, 2 buts à 0 contre Le Havre. Donc Nantes hein, qui se donne qui essaye de se sauver dans cette fin de classement. Hein. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, Nantes qui est toujours 17ème. Qui, avec la fin de saison, on dit qu'il se rapproche. Hein. Il reste que quelques mois. Petit à petit, chaque point va compter quand même. Hein. On avait quoi? On avait Lille aussi qui met fin à cette série de mauvais résultats en Ligue 1 qui s'impose sur le plus petit des scores avec un penalty d'Olivier Giroud. Le travail est fait pour les hommes de Bruno Genesio contre une équipe d'Angers qui est en forme en ce moment. Et le match nul de l'OGC Nice. Alors là, les amis, que dire? Que dire? C'était plutôt un bon match. Je sais pas, c'était un match chiant. Il y a quand même eu des buts, mais hop là, désolé, le petit. Oui, comment dire ça? Comment dire ça? Nice qui menait 2 buts à 0 dans ce match hein, avec le doublé de Tom Louchet, qui était plutôt bien, qui prend ce coup franc en fin de première mi-temps, très beau coup franc, euh, à peine célébré par Lorient qui était mené, très peu d'ambiance dans le stade, hein, on nous dit 18 000 spectateurs, je suis même pas sûr. Mais voilà, donc Nice qui menait à la mi-temps. Changement directement de la part de Claude Puel pour ce début de deuxième mi-temps. Donc Antoine Mendy qui sort à la place de Jonathan Klaus. Kevin Carlos aussi qui a encore fait un match comme ça pour cette équipe de l'OGC Nice et qui est remplacé par la jeune pépite Kail Boudage. Kail Boudage qui marque à la 60e minute, enfin 59e. Donc on se dit que ça y est, Nice va enfin avoir cette victoire hein, dont il court après quand même. Hein, après cette victoire, c'était contre Nantes. Hein. 3 buts à 1, on se dit que ça peut être bouclé. Penalty pour Lorient à la 67e minute. Donc 3 buts à 2. Et là, Nice qui n'a pas, je sais pas, qui n'a pas su gérer la pression, je sais pas comment le dire. Mais qui se prend ce but en fin de match, 90e plus 5. Donc voilà, scénario cruel, hein, c'est vraiment en toute fin de match, on pensait la victoire acquise. Scénario très cruel pour les hommes de Claude Puel euh, dans cet après-midi de dimanche. Hein. On y a cru, on y a cru à la victoire, mais voilà. Ouais, petit moment dépressif dans ce live, mais voilà. L'OGC Nice, du coup, qui ne prend pas forcément 2 points, qui est toujours dans ce classement de Ligue 1, hein, 14e. Bon, qui prend un point quand même, donc ça fait 3 et 4, 7. Ça fait 7 points d'écart avec les places de barragistes. Prochain match pour Nice, normalement, ça sera le PFC. Si je dis pas de bêtises, ça sera là-bas, hein, au stade Jean-Bouin. Mais voilà, dommage, vraiment extrêmement
dommage, je le redis, pour cette équipe niçoise et Lorient. Même Lorient, ça ne les arrange pas, hein, qui sont dans ce milieu de tableau de Ligue 1, qui pouvaient regarder vers le haut, vers les places européennes, et finalement qui se retrouvent 9e à 5 points d'écart avec le Stade Rennais. Donc on disait Lille qui s'est imposé. Il nous manquait quoi comme match? Bah, Strasbourg-Lyon, hein. Victoire de Strasbourg hier contre l'Olympique lyonnais. Martial Godot, très beau premier but de l'équipe l'équipe strasbourgeoise. Diego Moreira qui vient marquer aussi. Panichelli qui marque sur penalty. Euh, Pavel Such qui se blesse, hein, l'un des meilleurs joueurs de cet Olympique lyonnais. Voilà, la série de victoires qui s'arrête pour Lyon, hein, qui était sur 13 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, qui s'arrête face à une très belle équipe de Strasbourg. Honnêtement, hein, je commence à vraiment préférer cette équipe de Strasbourg avec Gary O'Neill à la place de Liam Rosenior. Donc voilà, de toute façon, on y reviendra petit à petit. Pas petit à petit, on y reviendra demain. Demain, on est mardi, donc possiblement demain ou en tout cas mercredi pour cette 23e journée de Ligue 1 dans l'émission Farmer Street. On sera en live pour discuter de tout cela. Voilà. Sur ce week-end de foot, on avait aussi de la première ligue féminine, hein, de la D1 Arkema, comme on l'appelle. Résultat, donc sur ce week-end. Donc le PSG s'est imposé 3 buts à 0 contre Lens. Strasbourg s'est imposé contre Saint-Etienne 2 buts à 0. Donc Saint-Etienne, ça encore en difficulté, on va aller checker le classement juste après. Nantes, Montpellier, match nul, 2 buts partout. Donc Nantes qui perd des points dans ce haut du classement. Fleury contre Dijon, 0 à 0. Victoire de l'OL Lyon dans cette Olympico féminine, 6 buts à 2 contre les Marseillaises. Donc voilà, côté OL Lyon, c'est Schrader qui a marqué le premier but. Shawinga qui met un doublé. Dumornay, Beko et Brent qui vient marquer le sixième but. Et c'était un penalty de Lemouel pour les Marseillaises et Herrera. Mais c'était déjà trop tard. Voilà donc le doublé de Chawinga. Ada Gerber qui était titulaire. Hein. Marie-Antoinette Katoto qui était une nouvelle fois sur le banc qui est rentrée à la 60e minute. Donc voilà pour le Lyon qui continue, hein, sa petite route dans cette D1 Arkema et la victoire du PFC 4 buts à 0 contre Le Havre avec un doublé même, hein, de Garbino, un penalty de Mendy et un but de Azzaro pour ces Parisiennes. Hein. Euh, pour ces Parisiennes qui ont été éliminées en Ligue des Champions la semaine dernière par le Real de Madrid. Donc, pour ce classement de D1 Arkema, l'OL Lyon est toujours premier avec 46 points, 16 points d'écart avec le FC Nantes, deuxième ex aequo avec le Paris FC à 30 points chacun pour ces équipes. Fleury qui est quatrième. Le PSG, hein, toujours hors de cette zone de play-off, hein, il me semble, hein, c'est des play-offs dans cette D1 Arkema, même s'ils ont autant de points. Fleury et le PSG, 29 points. Et donc on disait Saint-Etienne en difficulté, donc voilà, les trois dernières équipes de ce championnat à 12 ans pour cette D1 Arkema, 9 points chacune pour Saint-Etienne, Montpellier et le RC Lens. Top buteuse, Lechter, hein, la joueuse du PSG avec Kanjinga aussi, les deux meilleures buteuses de cette D1 Arkema. Est-ce qu'il nous manquait quelque chose? On a parlé de MLS, on a parlé de Serie A, de Première Ligue, de Ligue 1, peut-être de la Saudi Pro League, même pas, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans cette journée de dimanche. Est-ce qu'il y en avait dans cette journée de samedi? Neom qui s'est imposé un but à 0. Avec un penalty d'Alexandre Lacazette, voilà, pour l'équipe de Christophe Galtier. Al Hilal contre Al Ittihad, match nul, un but partout. Est-ce que Karim Benzema a puni son ancien club? Non, c'est le Brésilien Malcolm. Et c'est Oussem Aouar qui a marqué du côté d'Al Ittihad, alors que Al Ittihad jouait à 10 depuis la 9e minute. Et Karim Benzema qui était bien titulaire, hein, contre son ancien club.
Je regarde, hein, il y avait bien Danilo Pereira titulaire à l'Ittihad, Fabinho aussi, les anciens de Ligue 1, En-Nesyri en pointe, Kalidou Koulibaly côté Al Hilal, Théo Hernandez aussi côté Al Hilal, et Simon Boabré qui rentrait à la 69e minute. Voilà pour ces matchs de Saudi Pro League, on va passer rapidement. On va aller sur les matchs de ce soir, hein. Donc il est déjà 11h18. Donc on va aller sur les matchs de ce soir. Donc la première ligue, on en a parlé, Manchester United, s'ils s'imposent, ils ont 3 points d'écart avec Aston Villa, donc il faut que les Mancuniens battent Everton dans leur nouveau stade, hein. J'ai même plus le nom du stade. Pac, 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 pac. Le nom du stade d'Everton, c'est bien le Hill Dickinson Stadium, hein, leur nouveau stade, un très très beau pour cette équipe de Première Ligue. En Liga, Alaves contre Gérone, donc un match de milieu de tableau, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le Mans contre Guingamp, par contre, Le Mans peut reprendre la tête, enfin, pour revenir, hein, sur le podium. Je crois qu'ils y sont déjà. Non, ils peuvent revenir sur le podium de Ligue 2 en cas de victoire, oui. Oui, c'est ça, ils peuvent passer devant Reims, qui est troisième avec 41 points, Le Mans avec 39 points, et qui affronte cette équipe de Guingamp. Guingamp, ça végète, hein, voilà, 11e de cette Ligue 2. Qu'est-ce que l'on a aussi? La Serie A avec la Fiorentina contre Pise, donc match de bas de tableau, Bologne contre Dinamo, match de milieu de tableau, donc pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et là, donc du coup, le Galaxy, hein, contre New York City, c'était cette nuit, match nul entre les deux équipes, et le Seattle Sounders contre les Colorado Rapids dans cette MLS, victoire de Seattle. Voilà. Euh, voilà, donc on va pouvoir aller sur notre petite revue de presse. On va le faire au feeling, hein. J'ai pas préparé grand chose, mais on va pouvoir y aller. Hop là, déjà nickel, parfait. Le départ de Stéphane Guilly du côté du PFC et l'arrivée d'Antoine Camboiré, ça s'est passé ce week-end quand même, hein. Donc petit choc du côté du Paris FC. On rappelle, hein, eux qui ont leurs nouveaux actionnaires depuis l'été dernier. Pas celui-là, celui d'avant, même avec la famille Arnaud qui est dans le capital, qui possède le club, hein, totalement aux côtés de Red Bull, qui a eu un petit pourcentage dans ce club, hein. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, oui, donc le Paris FC qui souhaite se maintenir en Ligue 1, qui sont en grande difficulté quand même, qui n'arrivent pas à obtenir 2 victoires. Et donc, ils ont décidé de se séparer de leur coach, Stéphane Gilly, pardon. Stéphane Gilly qui du coup a été mis sur le côté, qui présentait du bon jeu quand même, je trouve, mais qui n'avait plus de solution avec son effectif. Voilà. Donc, on va essayer de trouver les explications de pourquoi il a été lâché par sa direction. Euh, qu'est-ce que l'on a? Euh, Booba Lassana Diarra dans un article, je clique. Donc Vivon, ce très opaque sponsor attaqué par Booba et en procès avec Lassana Diarra, d'accord. L'équipe type de la 23e journée de Ligue 1, on va en parler directement après. De toute façon, on va commencer avec Stéphane Gilly. Nos Français du week-end, donc ça sera dans les équipes types. Panicelli aussi sur son match de hier soir. Panicelli très très fort, hein. Lui qui a simplement pris la place de Emmanuel Emega, euh, qui est un peu en conflit avec ce club, qui est blessé et qui a très bien pris le relais. Joaquin Panicelli, l'Argentin. Donc sur Stéphane Gilly, on va parler aussi du PFC, hein, du club au global. Avez-vous bien suivi le week-end européen? Alors ça, ça sera pour finir le live, même s'il ne nous reste pas énormément de temps. Il nous reste un peu plus d'une demi-heure quand même, donc on espère qu'on pourra faire ce live, ce quiz, pardon. Euh, Entre Camara et S, tout est pardonné. Alors ça, on se souvient, à Madi Camara qui devait signer du côté de l'OGC Nice. Au final, ça n'était pas arrivé. Il avait choisi plutôt le Stade Rennais. Pourtant, il avait donné son accord à
à Francaise. Et, finalement, il avait signé du côté du Stade Rennais, Francaise qui arrive du côté du Stade Rennais. Et au final, les deux se sont pardonnés. Donc, au final, on s'en tape. Je sais pas si on ira sur cet article. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? La malédiction de la Beaujoire, on s'en fiche. Une nouvelle rivalité entre Strasbourg et l'OL. Bah, on va le mettre aux côtés de l'article avec Joaquin Panicelli. Et est-ce qu'on aura vraiment... Ah, par contre, sur le PFC, c'est pas mal ça. Quel joue vraiment Red Bull dans cette équipe du PFC? Ça m'intéresse. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Je sais même pas si on aura le temps de faire tout ça. La Coupe du Monde s'éloigne pour Chevalier. Hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, désolé, je cherchais d'autres articles. On va aller sur ces articles directement, on va voir si on aura le temps de tout faire. Mais on va commencer directement avec le Paris FC et ce qui a bougé ce week-end. En tout cas, je vois qu'il y a eu des likes hein, sur le live. Merci à ceux qui sont présents. Merci à ceux qui likent, hein. Ça fait extrêmement plaisir sur le live TikTok, hein. Comme je disais, n'hésitez pas à bombarder, hein, ça nous fait toujours monter dans le référencement et ça nous aide énormément pour faire évoluer le média hat-trick. Pour ceux qui sont sur Twitch aussi, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, on ne vous voit pas forcément si vous êtes présent. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi la chaîne YouTube et les plateformes de podcast pour ma petite promo et les réseaux sociaux évidemment. On va retourner sur nos articles, notre revue de presse et on va pouvoir démarrer sur l'arrivée de Antoine Camboiré du côté du PFC. Donc Gilly soutenu puis lâché, Camboiré convaincu par le projet des Arnaud, les coulisses du virage surprise du Paris FC. Englué dans une spirale sportive négative, le PFC a officialisé dimanche le départ de Stéphane Gilly et l'arrivée d'Antoine Camboiré, recruté pour 4 mois avec une option d'1 an en cas de maintien. Un article d'Arnaud Herman. Alors je vais juste prendre un coup d'eau avant, parce que sinon je vais pas réussir à lire et je reviens tout de suite. Hop là. Alors, Antoine Camboiré va découvrir lundi le centre d'entraînement du Paris FC à Orly. L'ancien coach du FC Nantes remercié en mai dernier va rencontrer les salariés et membres du staff qui travailleront à ses côtés pour l'opération maintien qui lui a été confiée à la surprise générale. L'ancien joueur du PSG succède ainsi à Stéphane Gilly qui a dirigé son dernier match samedi à Toulouse. Selon les modalités révélées par l'équipe dimanche, Camboiré s'est engagé jusqu'à la fin de cette saison avec une année en option en cas de maintien dans l'élite et sera accompagné de 2 adjoints, Olivier Echouafny, ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine et ex-coach du PSG féminin, et Toru Ota, qui était déjà à ses côtés à Nantes. Yves Bertucci, son adjoint historique, n'a pas pu être de cette nouvelle aventure. Camboiré, convaincu par le projet de la famille Arnaud, les équipiers de Kevin Trapp feront connaissance avec leur nouvel entraîneur mardi. Après 2 jours de repos, ils vont devoir se familiariser avec un nouveau management. Camboiré, comme Gilly, sait être très humain, mais pour lui, le vestiaire est sacré et il en limitera son accès. Opéré d'un genou en fin d'année dernière, il ne souhaitait pas replonger cette saison malgré des sollicitations, dont celle de Note récemment afin de bien finir sa convalescence. Mais le projet de la famille Arnaud l'a fait changer d'avis. Le Paris FC a officialisé dimanche après-midi par le biais de 2 communiqués à quelques minutes d'écart le départ de Gilly et l'arrivée de son successeur. Ce dernier a été choisi pour son expérience, le promu parisien sera son 10e club comme coach et ses qualités de meneur d'homme. Nous nous réjouissons de l'arrivée d'Antoine Camboiré, personnalité reconnue du monde du football et dont l'expérience va nous permettre de poursuivre le développement du Paris FC, a déclaré Antoine Arnaud, représentant de l'actionnaire majoritaire du club. Marco Neppe, le directeur sportif,
a lui aussi fait part de sa satisfaction en soulignant que l'ancien défenseur central du PSG partage nos valeurs d'engagement et d'exigence. Nous sommes convaincus qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour conduire vers ses objectifs. Le dirigeant en a profité pour remercier au nom du PFC Stéphane Gilly et son staff pour le travail accompli au cours des 3 dernières saisons et lui souhaiter pleine réussite pour la suite. Pierre Ferracci, le président qui avait recruté en 2023 l'ancien adjoint de Meka Bazdarevic, y est allé aussi de son hommage. Stéphane Gilly restera dans la mémoire de tous ceux qui aiment ce club, celui qui lui aura permis de retrouver la Ligue 1 près d'un demi-siècle après l'avoir quitté. Une conscience professionnelle hors pair, un travail acharné, une loyauté et une gentillesse appréciées de tous auront marqué son passage au club. Gilly peu à peu lâché en interne. Il était unanimement apprécié en interne, mais ses dirigeants, après l'avoir soutenu jusqu'à récemment, même lors de la mauvaise passe de décembre, étaient beaucoup plus critiques ces dernières semaines, notamment sur ses compositions d'équipe et les titularisations régulières de certains joueurs, malgré un rendement jugé insuffisant. Surtout l'élimination en Coupe de France à Lorient, 2-0 en huitième de finale, a été mal perçue, comme si le club ne s'était pas donné toutes les chances de se qualifier. La série en Ligue 1 depuis Monaco, avec seulement 9 points pris lors de ses 12 derniers matchs, a inquiété sur la survie dans l'élite. Et la gifle infligée par Lens le 14 février a fini de convaincre les décideurs parisiens que Gilly n'était plus l'homme de la situation. L'incapacité de l'équipe à créer du jeu et des occasions, un manque d'envie supposé et un déficit de solutions pour y remédier étaient considérés comme contraires au projet annoncé par les nouveaux propriétaires. Le jeu et l'état d'esprit si enthousiasmant lors des premiers mois de la saison avaient disparu. À la décharge de Gilly, il n'a pas été aidé par le mercato raté de l'été et le rendement très faible des nouveaux joueurs. Les renforts de cet hiver tardent également à aider l'équipe et l'absence d'un latéral droit, après les blessures de Samir Chargui et d'Amari Traoré, a été fort préjudiciable. Comboré va aussi devoir faire avec. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que c'était mérité de remercier Stéphane Gilly, surtout pour prendre Antoine Combaré? On sait ce que Antoine Combaré est capable de faire en Ligue 1. Après, hein, il a ce profil de maintien, d'homme, de coach pour le maintien. Mais j'aurais bien aimé quand même voir. Parce j'ai pas l'impression que c'est avec ces joueurs que ça a commencé à grincer. C'était vraiment au niveau de la direction. En fait, ils ont juste eu peur. Euh, Ils ont juste eu peur de la descente du PFC en Ligue 2. Ça mettrait un coup d'arrêt à leur méga projet. Donc au final, ils ont préféré se séparer de Stéphane Gilly. Je trouve ça dommage. Mais voilà. Camboré convaincu par le projet de la famille Arnaud, dit plus simplement convaincu par le chèque. C'est pas faux, hein. Alors, quelle est l'implication de Red Bull dans ce club du Paris FC? Choix du coach, formation mercato, quel rôle joue vraiment Red Bull au Paris FC? Actionnaire minoritaire du Paris FC en Ligue 1, la société autrichienne n'est pas toujours impliquée sur les dossiers majeurs du club, mais le partenariat n'en est encore qu'à ses débuts. Un nouvel article d'Arnaud Herman et de Hugo Delhomme. Le rôle de Red Bull auprès du Paris FC reste en cours de construction. L'entreprise autrichienne a participé au tour de table pour acheter le club avec la famille Arnaud et possède aujourd'hui 10,6% du capital. Sa participation montera à 15% environ quand Pierre Ferracci aura cédé le reste de ses parts, 29,8% à la fin de la saison 2026-2027. Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull, et Mario Gomez, directeur technique, siègent au conseil d'administration du Paris FC. L'ancien attaquant vient de temps en temps à Jambon assister aux rencontres de l'équipe première en compagnie de Jürgen Klopp, directeur du football monde de Red Bull, ce qui constitue toujours un petit événement. Red Bull est aussi à l'origine de l'arrivée de l'Allemand Marco Neppe comme directeur sportif l'été dernier. Un apport limité lors du mercato, mais pour le reste concrètement, son action demeure assez discrète, même si au club on évoque une aide de chez les pros, les jeunes, les filles auprès des entraîneurs de gardiens. Red Bull n'a par exemple pas été décisionnaire sur le changement d'entraîneur, bien que la société ait été prévenue. Averti Klopp aurait pris des renseignements sur Antoine Cambaré auprès de certains des ex-joueurs du Canac. L'apport de la marque de boissons énergisantes a aussi été limité lors du dernier mercato, qui a davantage été l'œuvre de Nepe. Je ne sais pas si c'est Nep, hein, pour le directeur sportif du PFC, d'Antoine Arnaud, le propriétaire, et de Jean-Marc Gallo, le directeur général. Même pour les jeunes achetés cet hiver, Rudy Matondo, Auxerre ou Patrick Zabi, Reims, qui arrivera la saison prochaine. Ils sont Red Bull compatibles, mais la société n'a pas été particulièrement motrice dans leur signature. Zabi était une cible prioritaire de Nep depuis son arrivée.
Moins de parts, moins de latitude. Les transferts d'anciens de Red Bull à Lens, Samson Baidou, Amadou Haïdara et dans une moindre mesure Sangaré, arrivé du Rapid Vienne, ou au Havre Gourna Douat ont étonné. La logique aurait voulu qu'il rejoigne le Paris FC plutôt que d'aller renforcer des concurrents comme le HAC. Si Haïdara a bien été proposé l'été dernier, son prix était d'environ 10 millions d'euros, alors qu'il a signé à Lens cet hiver pour 2 millions. Cela interroge sur la synergie avec le PFC. Il y a une philosophie Red Bull, résume-t-on. Contrairement à ces clubs de Leipzig, Salzbourg, Bragantino au Brésil et New York aux États-Unis, la marque autrichienne est juste actionnaire minoritaire. Comme à Leeds, elle a donc moins de latitude dans le fonctionnement, même si elle est proactive dans, la, dans les coulisses selon un agent. L'action de Red Bull semble davantage prenante en matière de formation. Euh, un représentant du Red Bull dans un rôle de coordinateur performance vient à intervalles réguliers. Une diététicienne a distillé des conseils il y a quelques jours, mais les entraîneurs des équipes de jeunes ne sont pas abreuvés de réunions avec des cadres autrichiens. Red Bull apporte une aide sportive avec un volet technique et des data, dit-on, à Orly, siège du club et de son centre de formation. Red Bull est très intéressant pour l'accompagnement du développement du club, notamment sur la formation qui est au cœur de notre projet. Il possède un référentiel sur le sujet et un gain de temps, explique le directeur général Jean-Marc Gallo. Ils distillent aussi leurs conseils sur l'agrandissement du centre d'entraînement, les équipements nécessaires. Gallo a visité il y a quelques semaines le centre de formation de Salzbourg. Le dirigeant a été impressionné par les lieux et les grandes fresques présentant les joueurs qui ont percé et le message incitatif à destination des prochains jeunes. Le partenariat entre le PFC et Red Bull est scruté car la société autrichienne a obtenu des résultats probants ces dernières années, même s'ils le sont un peu moins désormais. Est-ce duplicable avec autant de réussite en France? Il faudra attendre pour le savoir. La collaboration avec le club parisien n'en est qu'à ses débuts. Red Bull, hein, je pense, qui est quand même hyper actif enfin, hyper actif, dans ce club du Paris FC. Euh, on sait que ça part de loin quand même le projet PFC, même s'il y a beaucoup d'argent qui a été mis. Il y a un centre d'entraînement qui doit arriver du côté de, de Paris. Et à mon avis, quand ce centre d'entraînement sera prêt, ça sera de plus en plus intéressant ce projet PFC. Là, c'est vraiment qu'à ses débuts, la Ligue 2, c'était vraiment les balbutiements. La Ligue 1, c'est, faut y rentrer dedans. Donc c'est plutôt compliqué. Après, il va falloir s'installer. Euh, Après, je le répète, hein, moi, je vois toujours le PFC s'imposer, enfin, rester en Ligue 1 en fin de saison. Mais c'est vrai que euh, les débuts étaient prometteurs dans cette Ligue 1. Petit à petit, ça s'est, ça s'est, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, c'est ce qu'ils avaient annoncé au final, hein. Eux, pour l'instant, c'est le maintien en Ligue 1 et pas plus. Et pas plus. On pouvait croire à des places européennes, tout ça, mais vu l'effectif, le mercato, comme ça a été dit dans les articles, le mercato raté, le PFC au final, le maintien, ce sera très bien pour cette fin de saison. Après, garder Antoine Camboire pour la saison prochaine. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas forcément convaincu que, que ça soit ça. On verra ce qui se passera, évidemment. On va juste finir sur l'édito de Vincent Duluc concernant ce club. Le PFC, l'autre échec de la saison en Ligue 1. Le premier Parisien, quatrième budget de Ligue 1, a tout pour séduire et il a rarement fait. Il a beaucoup pour être ferme- Il a beaucoup pour être performant et il ne l'a pas été. C'est peut-être l'une des plus grosses déceptions de la saison française. On ne peut pas attendre la fin du bal pour payer les musiciens en Ligue 1 parce qu'il n'y aura plus de sous et parce que ce serait moins drôle. Il ne manquerait plus aux deux tiers du championnat que l'on se gêne et que l'on reporte tous les bilans à plus tard. L'histoire peut finir autrement, mais elle reste traversée de courants assez profonds. Contrairement à ce que les chiffres suggèrent, le PSG n'est pas aussi fort que la saison dernière malgré son nombre de points si proche. Et l'OL n'est pas au niveau de son équipe de 2006. Et pas seulement parce qu'il a échoué dimanche soir à Strasbourg à égaler les 14 victoires d'affilée cette année-là. Des fois, l'édito de Vincent Duluc, il est bizarrement écrit. Il y a un peu tout qui se mélange. Je trouve ça pas fou quand même, hein. Mais conformément à ce que les chiffres établissent, l'OM vit la même vie que d'habitude et le Paris FC est peut-être l'une des plus grosses déceptions de la saison française.
Il reste étrange pour un club de proclamer que son public est le meilleur de France et de décider de le fuir, d'être fier de jouer à Marseille, parce que c'est plus difficile qu'ailleurs, mais de préférer s'entraîner très loin. Rares sont les grands clubs européens qui choisissent à ce point de se soustraire à leur environnement. Mais le véritable échec de la saison française à ce jour n'est pas seulement celui de l'OM ou celui de Monaco qui peut encore rêver au gros coup au Parc des Princes ce mercredi soir, mais plutôt la manière dont le PFC, quatrième budget de Ligue 1, piétine en son retour. On connaît la double difficulté d'un club promu, accompagné par la rumeur de ses ressources et de son ambition. Pour lui, tout est deux fois plus cher que les autres. Mais ce n'est pas une raison sans doute pour payer 4 fois le prix véritable de joueurs moyens qui ne l'ont pas assez tiré vers le haut. Bien sûr, il faut voir plus loin que la première saison dans la démarche du deuxième club parisien, mais dans ce championnat où plus personne n'a d'argent et où les droits télé ont disparu pour longtemps, puisque Ligue 1 Plus n'a aucune chance de lui rendre son ancienne richesse, le PFC aurait dû faire plus de différence encore sur l'austérité. Il aurait dû mieux capitaliser sportivement sur sa cote de sympathie, liée au plaisir presque provincial d'aller le voir jouer à Jambouin dans une atmosphère légère et familiale. Il a tout pour séduire, il l'a rarement fait, il a beaucoup pour être performant et il ne l'a pas été. Pourtant, il a été assez épargné par l'ampleur du décalage entre ses moyens et ses résultats, sûrement parce qu'il est plus calme et confortable d'être le deuxième club de Paris que le premier à Marseille. Incompris. Alors vraiment, j'ai rien compris. Euh, Juste que c'était un projet séduisant et que finalement c'est pas si séduisant que ça. Ok. Ok, ok. On passera un pour les prochains éditos quand même parce que là, c'était rien capté quoi. Bref, on va aller sur cette 23e journée de Ligue 1. Je rigole tout seul, mais j'ai vraiment rien compris quoi. On va aller sur l'équipe type de la 23e journée de Ligue 1. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez la voir. Donc, l'équipe de cette 23e journée de Ligue 1, le club, c'est le Stade Brestois avec cette victoire contre l'Olympique de Marseille. L'entraîneur, c'est Sébastien Pocognoli. On n'a pas eu l'occasion de le voir souvent quand même hein, dans cette équipe type de Ligue 1. Alors, on a Couder, le gardien brestois, qui est dans les cages. On a Dias aussi, le défenseur central du Stade brestois. Et Hugo Magnetti avec Ludovic Ayork pour l'équipe brestoise dans cette équipe type de la 23e journée. On le répète, hein, ils ont battu l'Olympique de Marseille sans prendre de but donc. 4 joueurs plutôt mérités pour cette équipe du Stade brestois. On a le défenseur de Rennes, Naguida, qui lui aussi petit à petit s'installe dans cette équipe rennaise qui a montré de nombreuses prestations, de nombreuses très bonnes prestations récemment, et donc qui mérite cette place dans cette équipe type. Lucas Hernandez, alors là, pour le coup, je suis un peu plus étonné. J'ai pas forcément vu le match du Paris Saint-Germain aussi. Lucas Hernandez solide dans tous les duels au Parc des Princes lors de la victoire du PSG contre Metz, permettant au club de la capitale de reprendre la tête du championnat. D'accord, va pour Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, on a Madi Camara grâce à son doublé contre Auxerre. Noah Kadjou pour son but à la dernière minute du côté de Lorient hein, contre l'OGC Nice, pardon. Mohamed Ali Chaud qui a fait un bon match tout de même contre cette équipe de Lorient, mais ce match nul hyper décevant tout de même. Et Martial Godot pour son très beau premier but lors du match contre l'Olympique lyonnais avec son équipe de Strasbourg. Donc voilà, Et Denis Zakaria en défense centrale, hein, j'ai totalement oublié Denis Zakaria hein, qui lui pour le coup est vraiment revenu à une très très bonne forme, hein, qui était blessé en début de saison avec l'AS Monaco. C'était bizarre hein, son retour. On trouvait ça mi-bon, mi-mid. Là, petit à petit, il redevient le Denis Zakaria que l'on a vu lors des saisons précédentes du côté de l'AS Monaco. Voilà, pour cette équipe type des Français en, à l'étranger pour le coup. On a Butez dans les cages, le gardien de comme Ensoki, Stanley Ensoki, l'ancien du Paris Saint-Germain, l'ancien de l'OGC Nice, à l'Union Berlin. Le jeune, le défenseur du Rayo Vallecano. Kabongolo, alors là pour le coup je ne connais pas du tout, joueur de Livingston. Alors Kabongolo, on va aller voir quand même. Hein. Kabongolo, joueur de football Brooklyn. Ok. Donc Brooklyn Kabongolo qui joue du côté de Livingston.
Ok. Pourquoi il est dans cette équipe type, du coup? On va aller checker. Stanley Nsoki, bon. Florian Lejeune, d'accord. Brooklyn 1, lanterne rouge du championnat d'Écosse, Livingston a obtenu un bon point contre les Rangers. Dauphin de première chip aurait même pu s'imposer sans ses 2 buts encaissés dans les 10 dernières minutes. L'un des hommes forts de ce nul se nomme Brooklyn Kabongolo, auteur d'une volée surpuissante pour ouvrir le score. Ce grand défenseur 1,95 m qui a fait ses classes au Royaume-Uni a ensuite su éloigner la pression de son camp en n'hésitant pas à envoyer le ballon loin de son but, 14 dégagements. Donc voilà, un nouveau Français qu'on découvre hein, du côté de l'Écosse du coup. Merci pour les likes, je vois que les likes remontent une nouvelle fois. On peut atteindre les 4000 avant la fin de ce live, voire les 5000 si vous êtes vraiment extrêmement chaud. En tout cas, merci énormément. Au milieu de terrain, du coup, dans cette équipe type des Français du week-end, Kingsley Coman à gauche, le joueur d'Al Nasser, hein, l'international français. Michu, l'ancien parisien, normalement, qui joue à Sitar. Maxence Cacré pour son but ce week-end contre la Juventus de Turin. Joly, le milieu de terrain de Kaiserslautern. Alors, Joly, je ne connais pas non plus. Joly, Kaiserslautern. Hop, donc c'est Paul Joly, d'après ce que je vois. Milieu de terrain de Kaiserslautern, d'accord. Ok, ok. Pourquoi il est dans cette équipe type, lui aussi? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, le but Pour lancer de Maxence l'offensive, il Cacré, y a on va l'appel en juste bas de checker ça. Maxence Cacré. C'est finalement le capitaine, Lucas Dacunia, qui choisit de Voilà, servir. parfait, parfait. Maxence Cacré, Très belle le conclusion de but. Maxence Cacré. Edouard Michon, on se souvient. Le but de Kingsley Coman. Ou la passe décisive, je crois qu'il a mis. Toujours ces petites pentes de vitesse quand même. Hein. Ok, Kingsley. Ok, Kingsley. Bon, très beau but. Très beau but de la part de Kingsley Coman quand même. Et donc notre ami... Je ne sais pas où il est. Où il est. Paul Joly. Voilà, mise à l'honneur à 3 reprises cette saison dans l'équipe type des Français du week-end. Paul Joly rempile le piston droit de Kaiserslautern, a superbement centré en direction du Belge Norman Bassett pour mettre son équipe à l'abri sur la pelouse de Preußen-Münster. Il s'est aussi illustré défensivement avec 2 interceptions et son équipe, 6ème de 2ème division allemande, s'est imposée 3-2. On a aussi en attaque Alexis Claude Maurice du côté de d'Augsbourg avec leur victoire contre... j'ai plus. Mais ils se sont imposés Augsbourg ce week-end. L'orienté du côté de Sassuolo qui a marqué avec son équipe pour s'imposer contre l'Hellas Vérone. Et alors Soula, qui est Soula, je ne connais pas du tout. Mazir Soula. Le Levski Sofia tient la dragée haute en première division bulgare. Et il le doit en partie à son milieu offensif. Mazir Soula, le français formé au Havre, a égalisé avant la mi-temps contre le CSKA Sofia en reprenant une frappe repoussée par le gardien adverse. Son but d'abord refusé pour une position de hors-jeu avant d'être validé a contribué à la victoire de son équipe. Le Levski compte désormais 10 points d'avance sur Ludo Goretz, deuxième qui n'a plus laissé finir un championnat national depuis la saison 2010-2011. La donne pourrait changer cette saison. Donc voilà pour Mazir Soula. Voilà pour les Français aussi de ce week-end. Sur quoi je voulais aller? Il est 11h48. On va faire notre petit quiz quand même, hein, c'est bien fun ça. J'aime bien les petits quiz. Est-ce que j'ai bien suivi le week-end européen? Ligue 1, Première Ligue, il y a de nombreux faits sont survenus sur les pelouses européennes. Ce week-end, avez-vous bien suivi l'actualité? N'hésitez pas à jouer avec moi aussi. Quel entraîneur emblématique de la Ligue 1 va reprendre du service au Paris FC? Antoine Camboiré. L'entraîneur néo-calédonien a pris la succession de Stéphane Gilly ce dimanche. Le Real Madrid a été battu pour la première fois en 2026 sur la pelouse de Sasuna. Sur combien de victoires restaient les merengues en Ligue 1? 8, il me semble. Oh là là. Bonne réponse, le Real Madrid avait remporté tous ses matchs de Ligue 1 depuis son revers contre le Celta Vigo le 7 décembre. Quel attaquant international français a enfin marqué son premier but de la saison ce dimanche? Kolo Muani. Attaquant des Spurs a enfin marqué en première ligue, mais cela n'a pas suffi à son équipe contre Arsenal. On verra hein, pour Kolo Muani s'il aura sa place pour la Coupe du Monde, hein. Sachant qu'il était présent lors de la dernière au Qatar. Là, c'est un peu plus compliqué pour lui. On verra s'il aura sa place dans la liste de Didier Deschamps. Lens a mené 2-0 contre Monaco avant de subir une remontée monégasque. Combien de minutes les Saints et Or ont-ils encaissé 3 buts? Il me semble que c'est 10 minutes. Hein.
Oh là là, aujourd'hui je suis chaud, hein. La dernière fois j'avais fait 4 sur 10, aujourd'hui je suis chaud. Bonne réponse, les Lensois ont encaissé 3 buts entre la 62e et la 72e minute et ont subi un revers préjudiciable dans la course au titre 2-3. Parmi les entraîneurs nommés la semaine dernière qui a mené son équipe vers la victoire. Bah, Francaise. Si l'OM de Bay s'est incliné à Brest, le week-end a été beaucoup plus tranquille pour Rennes de Aise à Auxerre. Ok, déjà on a la moyenne les amis, donc on a plutôt bien suivi ce week-end. On va essayer le 10 sur 10, au moins 8. Depuis quand l'AC Milan battu par Parme n'avait plus perdu en Serie A? Oh, alors là, je n'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez la réponse dans les commentaires? N'hésitez pas, hein, s'il y a des gens présents. Non? Huitième. La première journée? Ah ouais? Les Rossoneri n'avaient jusque-là perdu qu'une fois contre la Crémonaise lors de la première journée. D'accord, alors ça je savais pas. Depuis l'AC Milan n'avait pas perdu depuis la première journée. Ok, bah voilà. Pourtant il reste deuxième, hein, donc ils ont fait beaucoup de matchs nuls quand même, cette équipe de l'AC Milan. Auteur d'un doublé avec le Bayern Munich contre Francfort, Harry Kane a marqué cette saison le total vertigineux de... Ah mais c'est toute compétition. Bah il doit être à 43 Harry Kane, non? 28 buts en Bundesliga, 8 en Ligue des Champions, 6 en Coupe d'Allemagne et un en Supercoupe. L'attaquant anglais possède des statistiques hallucinantes cette saison. Qui a donné la victoire à Liverpool au bout du temps additionnel contre Nottingham Forest? Alexis McAllister. L'Argentin a délivré les Reds à la 90e plus 7 et permis au Sien de revenir à hauteur de la 4e place de Première Ligue. Je suis pas mal, hein, dans ce quiz, hein. Il reste 2 questions. Quel Ferrari a été réalisé par Christophe Pellissier lors de Auxerre Rennes ce dimanche? Il a effectué 4 changements à la poste, il a dû utiliser 3 gardiens, il a démissionné dès le coup de sifflet final, il n'a effectué aucun changement. 4 changements à la pause. Mené 3-0 à la pause, le coach de la GIA a décidé de sortir 4 joueurs, Si, Akpa, Ahamada et Mara, pour un résultat peu probant puisque le score n'a pas bougé. Et il me reste une seule question. Est-ce que je vais faire le 9 sur 10? Quel match de Ligue 2 a donné lieu à un score fleuve? Rodez, Montpellier, Reims, Amiens, 3 Pau, Annecy, Red Star. Ah merde. Merde, merde. C'était un 3-3. Merde, 3 pots. Non, c'est 4-3 en plus. Avec un score de 4-3 en faveur de l'Estac après avoir été mené 0-2, le match de la 24e journée a ravi les spectateurs. Donc voilà, au final, 8 sur 10, comme il y a 2 semaines. Dommage, dommage, j'aurais peut-être pu avoir ce 10 sur 10. Mais bon, j'avoue que pour le Milan AC, je j'avais pas fait gaffe qu'ils n'avaient pas perdu depuis la première journée. Et là, j'ai pas forcément retenu le score de 3 contre Pau. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Il nous restait quand même pas mal d'articles. Il est quoi? 53. On a le temps d'aller sur l'article sur Lucas Chevalier. On en parle, hein, de temps en temps, hein, sur les gardiens de l'équipe de France. On a parlé de Randal Kolo Muani, l'international français. Est-ce qu'il aurait une place pour la Coupe du Monde? On verra. Ça va être très compliqué. Mais là, maintenant, on se pose la question pour Lucas Chevalier, qu'on tenait un rôle de numéro 2 au PSG derrière Safonov. Lucas Chevalier voit la Coupe du Monde s'éloigner plus que jamais. Un article d'Hugo Delhomme. Relégué face à Metz malgré de nombreux changements dans le 11 pour la 6e fois d'affilée sur le banc, Lucas Chevalier, le gardien du PSG, voit sa situation se détériorer encore un peu plus. Une situation qui cette fois qui l'éloigne de la Coupe du Monde cet été. C'est aussi à ce type de choix que l'on perçoit avec le plus de justesse le déclassement actuel de Lucas Chevalier. L'an dernier, entre les 2 rencontres de play-off de Ligue des Champions contre Brest, Luis Enrique avait donné un espace d'expression à la doublure de l'époque, Matvei Safonov. Samedi face à Metz, entre les 2 rendez-vous européens contre Monaco, le gardien de l'équipe de France, 24 ans, n'a eu droit qu'à ses séquences habituelles. Cet avant-match où sur les situations de jeu, il échauffe le gardien russe. Sans laisser apparaître d'état d'âme et puis ses 90 minutes où, en mitouflé, il observe depuis le banc les événements du soir. La rencontre de samedi a un peu plus acté la détérioration durable du statut du Français. Depuis un mois, Chevalier n'a pas joué et en 2026, il n'a commencé que 6 matchs sur 12 disputés. D'ici la trêve internationale de fin mars, le PSG va disputer 7 rencontres s'il se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pas sûr que l'ex-Lillois en joue plus d'une, pardon.
Une situation qui pose plus que jamais question. Il reste convaincu de pouvoir renverser la table. Chevalier si libre dans son expression publique n'est pas un homme à poser beaucoup de mots sur ce qu'il traverse, le gardien, qui dispose d'un cercle amical resserré où figurent notamment ses copains d'enfance et ex-coéquipiers comme Benjamin André, ne s'épanche pas longuement sur sa situation actuelle. À ceux qui, ces dernières semaines, l'interrogent sur son déclassement, l'ex-Lillois se veut plutôt rassurant, estimant qu'il va parvenir à inverser la hiérarchie sans que l'on détermine avec précision si c'est la méthode Coué, les ressorts profonds d'un compétiteur ou du déni. Dans son entourage, on croit également fermement aux vertus du travail et on assure que le gardien reste focus sur sa préparation pour être à répondre aux opportunités laissées par Luis Enrique. La question désormais est de mesurer à quel point Chevalier a conscience de l'urgence de sa situation. Je ne suis pas certain qu'il prenne la mesure de ce qui se passe, confie inquiet un ami. Le risque qu'il ne soit pas appelé chez les Bleus en mars existe. Didier Deschamps et Franck Raviot ont montré dans un passé récent qu'ils avaient de la mémoire. Alphonse Areola a longtemps été dans la liste de l'équipe de France malgré un temps de jeu irrégulier en club. L'entraîneur des gardiens des Bleus conserve en outre toujours le lien via des messages réguliers avec ses gardiens, dont cette dernière semaine avec Lucas Chevalier, mais cette fois pour le Parisien, la cote d'alerte a été dépassée. Les déplacements de Raviot à Milan puis à Lens n'ont rien d'anodin. Donc Franck Raviot, hein, c'est l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, hein. Le staff des Bleus regarde avec attention l'évolution de la situation du nordiste et nécessairement s'en inquiète. Et désormais c'est acté, si l'ex-Lillois ne rejoue pas d'ici fin mars et le rassemblement des Bleus ponctué de 2 matchs aux États-Unis, il y a un réel risque qu'il ne soit pas appelé. Et ensuite, pour la Coupe du Monde, le staff connaît le grand talent de Chevalier, mais pourrait-il appeler pour un tournoi intercontinental un gardien qui n'a disputé qu'une poignée de matchs en 2026 et confronté de fait à une crise de confiance? C'est très peu probable. Pas sûr que Luis Enrique ne lui redonne une chance durable. S'il pourrait jouer des matchs de Ligue 1 qui encadrent des affiches de Ligue des Champions, Chevalier voit désormais son destin largement dépendre de Safonov. Le Russe, au-delà de ses exploits en Coupe intercontinentale, n'a pas déçu. Difficile objectivement de lui imputer la responsabilité d'un but depuis son avènement en tant que numéro 1. Plus inquiétant, le déclassement de Chevalier répond chez Luis Enrique à une logique de performance, bien sûr, mais aussi d'approche des matchs. L'Espagnol a perçu chez l'ancien Lillois une fragilité émotionnelle, comme si dans la gestion des grands rendez-vous, le staff parisien constatait une faille. C'est contre cela aussi que le gardien va devoir se battre. Donc on va voir pour Lucas Chevalier. Bon, c'est vrai qu'il a eu des affaires extrasportives, mais c'est très très léger, hein, par rapport à, on se souvient, sa story, par rapport à ce qu'il avait liké, est-ce qu'il a des opinions politiques un peu dérangeantes, mais bon, il n'a pas eu des prestations. Il a eu certaines prestations, il a été très bon quand même, Lucas Chevalier, je trouve. Euh, c'est vrai que ça faux neuf, hein, depuis son match en Coupe intercontinentale, ben, c'est meilleur. C'est meilleur. C'est vrai que dans l'impression, il apporte un peu plus de sérénité, mais voilà. Euh, qui est-ce que vous choisissez, s'il y a des personnes dans le live qui sont présentes, qui est-ce que vous choisissez par rapport entre Lucas Chevalier et Matvei Safonov? Ça m'intéresse de savoir. Mais c'est vrai que c'est un choix assez difficile pour Luis Enrique et même pour Didier Deschamps, hein, parce que qui il prendrait à la place? Est-ce que ça serait Alphonse Areola ou est-ce que ça serait encore un autre gardien avec Mike Maignan ou Brice Samba, hein? Alors, combien de temps il nous reste? On a commencé un peu en retard, donc on va rester une dizaine de minutes en plus quand même, les amis, hein, on fait durer le plaisir. On est presque aux 5000 likes, n'hésitez pas à envoyer les likes, euh, euh, histoire d'atteindre ce petit cap aujourd'hui des 5000 likes. Donc, merci à vous, les amis. Euh, bon, cet article il a l'air un peu long entre Booba, Lassana Diarra, tout ça, Vivonne, on verra ça un peu plus tard. Peut-être sur Strasbourg et le match d'hier, Madi Camara et Franquez, bon, on a compris, maintenant c'est son coach. Ils vont être copains comme cochons. Euh,
Ouais, sur Strasbourg et le match de Lyon contre Lyon hier soir. En tout cas, merci pour, pour les likes. Merci à Lisa Marie, j'imagine que c'est toi qui a envoyé tous ces likes. Merci énormément, en tout cas, ça donne énormément de force. Euh, tac, tac, tac. Joaquin Patincelli, donc on parle de Strasbourg, l'attaquant argentin. euh, des Alsaciens, Joaquin Panincelli, le guide dont Strasbourg avait besoin. Il bosse tellement, on est chanceux de l'avoir. Deux nouveaux buteurs dimanche soir face à Lyon. Joaquin Panincelli, l'énergique attaquant international argentin, est l'un des joueurs qui porte le Racing. Cyril Olives Berthet de cet article. Lisa Marie, il reste 10 minutes, tu peux atteindre les 6000 likes. Ça sera ton objectif pour la fin de ce live. Euh, Il n'a pas encore son chant comme les idoles argentines, mais les UB90 devraient y réfléchir, car Joaquin Panichelli est devenu en quelques mois l'un des leaders de ce Racing si énergique. Dimanche soir, une semaine après avoir éteint le vélodrome de Marseille d'un penalty au bout du temps additionnel, il a encore marqué des 11 mètres face à l'OL, comme s'il était au Monumental de River Plate ou au Giganté des Alberdi, entre du club Atlético Belgrano, ses clubs d'enfance. Il s'est précipité vers le cop à escalader les grillages et à hurler sa joie avec la foule. À la foule, pardon. C'est pareil. Le joueur acheté 13 millions d'euros hors bonus a encore bluffé tout le monde par son activité, son pressing, ses courses sans ballon, mais aussi sa science des remises. Deux passes ratées seulement. Il a notamment disputé 13 duels, record du match. Il a posé de gros soucis à la défense adverse. Il a multiplié les fautes sur lui. C'est ça, hein. Vraiment, c'est exactement ça la description de ce joueur, hein. Il bosse tellement, il revient beaucoup, il couvre, il défend l'espace, un tel investissement défensif. C'est une qualité rare pour un avant-centre, a assuré Gary O'Neill après la rencontre. À propos d'un joueur qui a fait l'objet d'une prise de renseignement d'un club de première ligue en janvier. Vous le verrez à l'entraînement en salle. Il est toujours pareil, on est chanceux de l'avoir. C'est ça, il pèse sur les défenses physiquement, hein, il est toujours là. Dans le combat, ça doit être tellement chiant de défendre sur un défenseur comme lui. Capable de jouer en pivot. Moi, j'adore ce genre d'attaquant en plus. Euh, Capable de jouer en pivot, de mettre une remise, de se replacer directement pour aller vers le but, toujours regarder le but. Toujours, vraiment, Joaquin Panichelli, il est assez impressionnant sur ça. Moi, j'adore ce type d'attaquant en tout cas. En plus, il sait ce qu'il doit faire. Il en fait pas trop. Il en fait pas trop avec le ballon en tout cas. Et vraiment, en tant que défenseur, ça doit être tellement chiant de défendre contre lui. Et tellement, tellement kiffant aussi, en vrai. Euh, Il talonne Greenwood au classement des buteurs. S'il en oublie quelquefois le principal, être dans la surface et tirer au but. Euh, Même je suis pas forcément d'accord avec ça par contre. Ce n'était pas le cas face à l'OL. Il s'est procuré une occasion dès la 24e minute, mais sa tête a été boxée par le gardien adverse. Alors là, pour la tête, pour ceux qui l'ont vu, hein, il est tiré par le maillot par je sais plus qui, Kluivert ou Maitland Niles, et il va quand même la chercher, il arrive à la cadrer. C'est très impressionnant. Dominique Greff n'a toutefois rien pu faire face au penalty si bien tiré par Pagny, son 5e de la saison déjà. Personne n'a fait mieux en Alsace depuis Franck Leboeuf en 92-93. Et voilà, comparé à Franck Leboeuf, c'est tout ce que tu mérites. J'essaie de faire le vide, de faire la même chose qu'à l'entraînement et j'ai réussi à sourire l'intéresser en zone mixte. Répondant aux questions en anglais, je suis très content pour la victoire, c'était vraiment important de gagner, surtout à domicile. Mon style, c'est de tout donner toujours, j'essaie de faire le maximum pour l'équipe, pour les fans. Parfois je marque, parfois je fais des passes décisives, parfois rien du tout. Mais ce n'est pas grave, je m'évertue à me battre avec les défenseurs, je me sens bien. Ouais, ça aussi, hein. Alors là, peut-être, je l'ai pas forcément vu cette interview, mais je me souviens que sur deux trois interviews d'après-match, ou même à la mi-temps, on voit qu'il a du mal à récupérer son souffle, hein, il fait tellement d'efforts sur un terrain. Vraiment, le fait de tout donner, c'est dans son ADN, hein. S'il assure ne pas penser au titre de meilleur buteur de Ligue 1, il n'est qu'à une longueur de Mason Greenwood qui compte 14 réalisations. Mon but, c'est de jouer comme je sais le faire, d'aider l'équipe à gagner, c'est tout. Avec sa grinta, c'est toujours plus facile. Voilà pour Joaquin Panichelli. On va aller sur ce dernier article. On est bientôt aux 6000 likes, Lisa Marie, lâche pas, lâche pas. Tu peux le faire. De l'attention et une fin de série, ce Strasbourg-OL a confirmé la naissance d'une nouvelle rivalité en Ligue 1. Alors, est-ce que ça c'est vrai par contre? Est-ce que vous le pensez qu'il y a une nouvelle rivalité Strasbourg-Lyon? On sait que bah voilà, un des deux acteurs, hein, en tout cas, Corentin Tolisso, l'homme
qui aime embêter ses adversaires, on va dire comme ça, qui aime bien les rendre fous. Peut-être pas avec Sami El Mourabé, mais plus avec comment il s'appelle, Valentine Barco. On les voit sur le match aller, match retour, ils aiment bien se mettre un ou deux coups. Un ton en dessous de ses standards habituels dimanche soir, l'Olympique Lyonnais a clos sa série de 13 victoires d'affilée à l'issue d'un match électrique qui a confirmé sa rivalité nouvelle avec Strasbourg. Le front planté dans le gazon, tout croc dehors, Corentin Tolisso n'a guère apprécié de s'être laissé écraser le pied gauche par Samir El Mourabé. Dimanche soir, après avoir enchaîné les roulades le long de la ligne de touche, le capitaine de l'Olympique Lyonnais a fini par se relever en serrant les dents avant de retourner mordre dans cette partie. Mais la tête a continué à lui tourner et Strasbourgeois a marché sur les pieds de ses coéquipiers. Le match avait débuté depuis 15 minutes seulement et les Lyonnais venaient déjà de passer un mauvais quart d'heure. Il a duré toute la première période en vérité jusqu'à ce dimanche. Lyon s'était habitué à enchaîner les succès sans offrir pour autant des prestations de très grande qualité. Mais il savait se montrer clinique dans sa surface de réparation avant de déployer son 4-3-3 pour faire mal au bon moment devant. Et on a passé les similèques. Merci à vous les amis. Merci à Lisa Marie. On sait que c'est toi la plus grande contributrice pour ces likes. Tu peux aller te reposer tranquille. Merci en plus pour la rose, c'est génial. Merci énormément pour cette deuxième rose en tout cas du live de la part de Lisa Marie. Merci énormément. Ce ne fut cette fois pas le cas en Alsace où l'OL a joué un ton en dessous de ses standards habituels, sachant que sa marge de manœuvre sur ses adversaires ne s'avérait déjà pas si importante. Il s'est logiquement incliné. Le 13, comme le nombre de victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, ne lui a ainsi pas porté bonheur. L'équipe de Paulo Fonseca ne rejoindra donc pas le Grand Lion de Gérard Houllier, 14 victoires de suite entre août et novembre 2026. Dans les livres d'histoire, le rêve d'accrocher le record de France co-détenu par le Paris Saint-Germain, Bordeaux et Lyon, 16 succès, respectivement en 2015-2016, entre mars et août 2009 et en 2026, s'est lui aussi envolé. Si cette série se voulait peu en trompe-l'œil, en jetant un regard sur certains de ses adversaires en coupe, elle n'enlève toutefois rien au mérite des hommes de Paulo Fonseca. Une rivalité née en 2025, nul doute que ce dernier saura tirer les enseignements de cette rencontre qui a parfois davantage ressemblé à un match vrai de coupe qu'à une affiche policée de Ligue 1. Des fois, les tournures de phrases ne sont pas très belles. Hein. Cette physionomie s'explique sans doute par la nouvelle rivalité entre ces deux équipes. Elle puise sa source dans ce même stade de la Méno le 28 mars 2025 après une victoire de Strasbourg, alors emmenée par un toujours volontiers danseur-chambreur Emmanuel Emega. Tolisso avait avoué avoir coché la date de leur prochaine confrontation. Elle avait vu Ismaël Doucouré gravement blessé Malik Fofana qui n'a toujours pas rejoué depuis. Liam Rosenior, encore entraîneur du Racing, avait alors eu le tort de contester l'expulsion de son défenseur. Cet antagonisme s'est poursuivi dès le coup d'envoi de dimanche porté par une méno à guichet fermé pour la 71e fois d'affilée. Les Alsaciens sont décontenancés, les Lyonnais en leur imposant un pressing haut. Au sortir d'une grande période à 2 tirs 0 cadrés, Lyon ne pouvait guère plus espérer, d'autant plus que Pavel Souch, blessé à son tour aux ischio-jambiers, a été contraint de sortir avant la première demi-heure. Lyon ira à Marseille pour relever la tête. Les Lyonnais ont ensuite eu le tort de s'agacer en voyant Valentine Barco et Diego Moreira, un ancien de la maison, Gon, poussé dans le dos à terre par Ruben Kluivert, enflammer tour à tour les deux tribunes latérales. Parce qu'après avoir récolté 3 avertissements dans un pour Fonseca et après avoir enfin posé leur jeu, ils sont parvenus à recoller au score par Corentin Tolisso à la réception du premier ballon touché par le rentrant Roman Yaremchuk. Mais il a manqué finalement un peu de tout à Lyon, d'une meilleure assise défensive comme d'un Hendrick dans son bonsoir pour éviter la défaite. Joaquin Panicelli l'a conclu sur un évitable penalty. L'Olympico de dimanche prochain dans un stade Vélodrome de Marseille, une nouvelle fois bouillant, offrira un décor parfait pour permettre au Lyon de Corentin Tolisso de relever la tête pour de bon et repartir de l'avant. Alors, dernière petite vidéo et on s'arrêtera pour aujourd'hui. Merci à Zenenestia pour le follow, merci énormément, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue sur Attrick FR. Je ne sais pas si tu connais le principe, tous les matins 10h midi on est en live sur TikTok et Twitch. Et Twitch tu peux voir mon écran si pour toi c'est plus fluide. Tu peux me suivre sur la chaîne YouTube aussi, Attrick FR, hein. Il y a les rediffusions des lives, il y a aussi les émissions que l'on fait en live, que ça soit Farmers Street, l'émission où l'on parle de Ligue 1, l'émission où l'on parle de l'équipe de France en route vers la 3e étoile.
Et on parle de plein d'autres sujets. En ce moment, c'est très focus Ligue 1, vu que c'est le principal de la chaîne. Donc voilà. Et après, tu as aussi les plateformes de podcast. Si tu souhaites nous écouter, c'est plus facile pour toi dans les transports en commun ou autres. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et tous les réseaux sociaux, évidemment, à Trick FR. En tout cas, merci pour le follow. Euh, donc juste la petite vidéo pour finir, hein, ce live Diego Moreira qui chambre l'Olympique Lyonnais après la victoire de Strasbourg. Ouais, pars avec moi. Tu vois, en fait, ça là, c'est rien en fait, tu vois. C'est normal en fait. C'est normal. Donc moi, je le pose là, tu vois. Hugo. Je le pose là, et en fait, à toi, je te dis quoi? Là-bas, on m'a appelé comment? Argent 007. Mais ici, j'ai marqué, tu captes? J'ai envoyé 0, 0, 7. C'est normal. Ouais. Voilà. C'est qui part maintenant? Hein? C'est personne qui parle. Il y a personne. J'ai rien compris. Une nouvelle fois, j'ai rien compris. En tout cas, ah, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Ok. Incapté. En tout cas, il a été élu homme du match, Diego Moreira, après son très très bon match, hein, passe décisif, but pour Strasbourg. Mais alors là, la célébration, j'ai totalement rien capté. C'est pas grave. C'est pas grave. On va rester sur ça pour conclure ce live. En tout cas, c'est nul sa vidéo. Merci. Ouais, totalement rien capté. Bref. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, les amis, d'avoir été présents. Merci à Clash of Foot, à Zenemessia, à Lisa Marie, une nouvelle fois sur le live. Dernière petite rose, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour les likes, hein. On a passé les 6487 likes pour ce live. Merci énormément à ceux qui sont passés, le Défrisé 06, hein, le frérot, Bulbe et tous les autres. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, à ceux qui ont mis des likes. Et on se retrouve demain matin, évidemment, 10h midi en live sur TikTok et sur Twitch. Passez une bonne fin de journée pour ceux qui sont au travail, pour ceux qui vont manger. Hop là, il y a carrément la caméra qui disparaît. Désolé, on me voit dans l'autre sens, c'est pas grave. En tout cas, merci à tous. On se retrouve demain. Passez un bon appétit, une bonne fin de journée et voilà. Et demain, 10h midi en live, les amis. Ciao à tous!